Et on est là, on est ensemble. Alors, attends, j'écoute. Ah ouais, carrément, ramener la coupe à la maison. Bah là, vous avez fait fort les mecs. Hein. Ils ont peur de rien ici. Et oui, la France est donc qualifiée pour la finale. Deuxième finale de suite pour les Bleus. Zal, tout à l'heure, on entendait la stats. Hein. En 20 ans, ils ont fait 4 finales quand même, les mecs. Ouais, c'est énorme. L'équipe de France, c'est incroyable. Enfin, je sais pas quoi dire sur le chat. Vous êtes complètement déchaînés. C'est vrai que c'est un bon moment pour l'équipe de France. Et comme promis, on est là pour débriefer de cette rencontre avec le Maroc. Il y a des choses à dire. Hein. Je pense qu'il y a des choses à dire, mais quelque part, une impression de déjà vu, une équipe de France parfois qui subit des coups comme ça, mais qui arrive à s'en sortir par l'opération de on ne sait quel esprit. C'est incroyable, on va en parler, mais si on est là donc pour un peu moins de 2 heures, je pense, avec toujours la même équipe, hein. Zal est là, toujours en place, toujours au top. Toujours au top. Ok, très bien. Et Kanto aussi, m'a l'air un peu déchaîné, toi. Toi, tu vas te calmer. Hein. Non, alors écoute. sur la première phrase, tu l'as senti. Tout va très bien, mais ça ira encore mieux si après on va fêter la victoire quelque part. Ok, très bien. Ouais, bon. Je compte sur toi. Attends, c'est quel jour demain? Demain, c'est. Ça va, c'est jeudi. Arrête demain, de me faire jeudi. On travaille jamais de toute façon. On bosse quand même le jeudi. Juste avant de vous présenter notre invité, il y a Bruce aussi qui est toujours là, à distance. Bruce qui est, donc, on vous le rappelle, un tout petit peu diminué, mais qui est bien avec nous pour l'émission. Bruce, ça va toujours? Ça va, tranquille. Ouais. Diminué comme tu l'as dit, mais ça va un peu mieux. Donc voilà, on aura le droit à une finale de malade mental, donc c'est très cool. On sent que tu as repris quand même des couleurs, Bruce. Ça fait plaisir. Ça va un petit peu mieux, on va dire. Sûrement l'effet du match. Et puis aujourd'hui, on a un invité que vous avez sûrement eu l'occasion de voir sur la e-Ligue 1, par exemple, avec Kanto, très souvent. Voilà, ils sont ensemble pour nous faire vivre cette compétition. Il est aussi passé par RMC il n'y a pas longtemps. On a suivi un petit peu l'actu. C'est Arojo qui est là. Comment ça va, Arojo? Ça va très bien, toi, Breaking? Ouais, ça va super. Toi aussi, tu as suivi cette Coupe du Monde du début à la fin, on imagine. Hein. Ouais, complètement. T'as vu tous les matchs? Ouais, quasiment tous. Quasiment tous. Ouais, j'ai dû en manquer 2. Ouais, bon, c'est vrai que faire le grand chelem, c'est pas simple. C'est pas évident. Pologne à la limite. Et franchement, moi, ça reste un c'est le pire sacré souvenir match de la Coupe. Le pire des matchs. T'as rien raté, ouais. Horrible. C'était incroyablement nul. Ah, vraiment horrible. Arojo, t'es aussi, on le sait, t'as un petit côté portugais aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et on s'est dit que ce serait sympa de parler avec toi du Portugal, parce qu'en ce moment, il se passe quand même plein de choses au niveau de la sélection. La sélection aussi. La sélection, ouais. La meilleure chose qui puisse leur arriver déjà. Avec la meilleure chose qui puisse leur arriver avec Santos qui va prendre ses valises. Ouais, c'est ça, apparemment. Ça, je pense que c'est ce qui va faire que le Portugal sera favori pour la prochaine Coupe du Monde. Très bien. Pour le prochain Euro, en tout cas. On en parlera un petit peu avec Aro et tu nous raconteras aussi un petit peu ton parcours, hein, comme c'est la première fois que tu viens dans Hors-jeu. Donc on en discutera tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que cette émission, on l'a fait toujours avec Winamax. Winamax qui est présent avec nous. Il n'y aura pas de Pronogate, bien entendu, parce que voilà, le match est terminé. On est là juste pour débriefer. Mais on vous rappelle quand même que voilà, votre premier dépôt est doublé en pari gratuit sur le site winamax.fr. Avec le code Hors-jeu 10, hein, vous avez un bonus de 10 € qui vous est octroyé. Et puis, tout à l'heure, on aura aussi un nouveau partenaire qui nous a rejoint dans l'émission pour cette émission. On va s'en parler avec Kanto, vous allez voir, ça va être assez sympa. Messieurs, je vous propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et on commence donc avec le débrief de cette rencontre. Et je pense que ce sera même le gros de cette émission. Alors, l'équipe de France s'impose 2-0. On est oui, quand même assez euphorique, hein, parce que c'est quand même la deuxième qualification pour une finale et peut-être donc pour l'opportunité de soulever cette troisième Coupe du Monde, la troisième étoile, c'est ce qu'on attend. Bruce, on vient vers toi tout de suite. On veut prendre la température de ton côté, parce que c'est vrai que nous on était ensemble. Comment est-ce que tu as vécu ce match? Par quelles émotions est-ce que tu es passé ce soir? C'est ça le camp parlait, que possiblement avec un but assez tôt, ça pouvait nous ouvrir le match et on pouvait faire très mal. Il a eu raison, l'ancien. Oui et non, puisqu'au final, on a été en galère à des moments donnés. Tu vois, le match n'a pas été si simple que ça, notamment en fin de mi-temps où ça a été compliqué. Il y a eu des occasions. En début de deuxième mi-temps, n'a vraiment pas été folle pendant 10-15 minutes au moins, ou même un peu plus, où on a touché très peu de ballons. Après, j'ai l'impression aussi que les blessures, etc., des défenseurs marocains, tu vois, et du coup de repasser à un système plus classique pour eux, ça leur a peut-être fait du bien, bizarrement. Bizarrement, en tout cas, de revenir à leur système. Je les ai trouvés un peu mieux à ce moment-là, parce que c'est vrai que le début de match était compliqué pour eux, ils ont fait des erreurs. On a su en profiter, on aurait même pu enfoncer le clou, parce qu'il y a Gigi qui a 2 occasions, notamment, et là, il y a le poteau, il y a l'occasion où Mbappé, il tire et bute sur, je crois, Bounou. Et après, du coup, Giroud, le ballon lui revient dessus, il tire sans contrôle. Là, tu te dis, putain, il y a des occasions, il y a des erreurs côté
du côté du Maroc. Donc voilà, ce serait bien d'enfoncer le clou. Après, tu as le sentiment qu'on n'arrive pas à mettre ce deuxième but bizarrement, parce que je pense que c'est l'une de nos forces de profiter des erreurs des équipes adverses. Et on n'arrive pas à mettre ce deuxième but et tu te dis, ouais, ça valait peut-être mieux les achever, entre guillemets, à ce moment-là. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, après, on a quand même pas mal tremblé parce qu'il y a une réaction des Marocains qui se sont créés des situations, des occasions. On a vu un Lloris, encore une fois, déterminant quand il fallait. J'ai trouvé Konaté aussi en mode patron. Enfin, je le trouve incroyable, Konaté. C'est à chaque fois, en fait, c'est un pompier, tu vois. C'est lui qui va venir éteindre les incendies quand tout est foutu ou quand c'est très compliqué. Je trouve que c'est souvent lui qui intervient. Et j'ai trouvé aussi Griezmann, encore une fois, extraordinaire. Il a récupéré 1 milliard de ballons dans le match, au-delà du reste, etc., de l'impact qu'il a dans le jeu. Mais il a récupéré tellement de ballons, il est tellement intelligent. Donc voilà, mais c'était un match qui était vraiment pas simple comme prévu. Oui, non, en effet, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques occasions. Il y a notamment ce poteau de Giroud qui résonne encore. On y repense, Zal. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais, t'as annoncé quelque chose. Il y a eu ce but très rapide, mais en effet, derrière, la France n'a pas non plus explosé le Maroc. Non, certes. Mais les conditions semblaient s'écrire. Franchement, si le poteau y rentre, c'est pas le match. Ça aurait peut-être été un autre match. Mais on s'est fait perdre tout seul, honnêtement. Ouais. Alors, toi, tu l'as vu comment ce match? T'as eu peur un petit peu du coup, finalement? Franchement, j'ai trouvé assez bizarre. Pour la première fois, on a vu le Maroc avoir la possession et je pense même que c'était une consigne. Enfin, je sais pas en fait. Mais ça avait l'air voulu. Ça avait l'air volontaire parce qu'il n'y avait pas un très gros pressing dans le milieu de terrain et du coup, le Maroc avait le ballon, clairement. Et donc, on a fait que de subir des vagues et des vagues et des vagues. Et honnêtement, on s'en sort plutôt pas mal. Parce qu'une égalisation, ça aurait été largement mérité, honnêtement. Et le fait de ne pas pouvoir tuer le match, il y avait de quoi de trembler, franchement. Mais bon, plus ça ratait, plus je me disais, allez, on va peut-être mettre ce deuxième qui va nous libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, franchement, je m'attendais quand même à une meilleure efficacité offensive parce que devant, on n'a pas reconnu notre équipe. Mbappé, pour moi, il n'a pas été extraordinaire. Dembélé, c'était pas fou non plus, même sur les phases défensives, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, c'était pas top. Et Giroud, je pense que c'est son plus mauvais match jusqu'à maintenant. Après, c'est une demi-finale, donc c'est pas facile. Quand tu joues 8 défenseurs, évidemment que pour l'attaque, c'est pas évident, quoi. Donc non, franchement, on a fait le taf. On a mis ces 2 buts qu'il fallait, soi-disant une défense. Comment on dit, impermissible, imperméable ou étanche au bout de 4 minutes. Et ben on l'a. Au bout de 4 minutes, on l'a déverrouillé. C'est ce que je pensais, tu vois, c'est que qu'on allait changer cette stat là. Mais on n'a pas su profiter de cet avantage. Je pense que peut-être d'avoir marqué trop tôt, ça nous a un peu bloqué, mais en vrai, même pas, parce que ce poteau, il change tout pour moi. Et l'occasion de Giroud derrière aussi, où Mbappé fait pas la passe. Ouais. Après, il est dans un angle assez difficile. Donc, après, il y a débat sur est-ce que vraiment il avait la possibilité de lui l'angle, il n'était pas évident, il était en déséquilibre, donc on peut pas trop lui en vouloir. Mais il y a eu une manque de cohésion en attaque, clairement. Mais c'était pas évident. Comme on dit, c'était la meilleure défense du mondial, le Maroc. Là, ça s'est bien vu, mais on en a quand même mis 2 et on est en finale. Alors, Kanto, je t'ai vu faire la moue. Je t'ai vu faire la moue sur ce que Zal disait. T'es pas d'accord? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a Johan dans le chat qui dit Kanto, il a vu le même match que nous. Johan, j'ai juste dit bonjour, moi, depuis le début de l'émission. J'ai parlé un peu de soirée, j'ai dit bonjour, formule de politesse et tout, mais j'ai pas encore parlé de foot. Donc déjà, me demande pas si j'ai vu le même match que toi, parce que j'ai dit que bonjour. Donc, voilà, pour commencer. Ensuite, non. Avec Zal, j'ai un petit peu. Déjà, je le trouve un petit peu dur avec Giroud. Par rapport à Giroud et surtout par rapport quand il a dit face à 8 défenseurs, parce que le Maroc a quand même tenu le match dans l'ensemble de la rencontre. Donc il n'y a pas eu qu'un Maroc défensif. Non, la possession. Le plan du Maroc, c'était de venir défendre, on le sait. Sauf qu'après cette ouverture du score un petit peu tôt dans le match, c'est venu complètement changer la donne. Il y a eu ça, il y a eu la blessure de Romain Saïs, il y a eu même pendant l'échauffement la blessure de Naïef Aguerd qui avait été annoncée titularisée. Il y a eu beaucoup de coups durs aujourd'hui pour Regragui.
Et c'est pour ça que c'est un match qui a été ultra surprenant. Surprenant parce que dans la composition d'équipe, tu vois que Regragui arrive à changer complètement de système dans une demi-finale, parce que tu vois que Regragui aligne Naïef Aguerd et Romain Saïs. Aguerd qui annonçait blessé, Romain Saïs, voilà, on sait qu'il a une côte fêlée, que derrière il a une blessure musculaire. Ouais. Et du coup, finalement, on se rend compte qu'Aguerd n'est pas là et que Saïs arrive à sortir. Et surtout, un match surprenant parce que moi, je l'avais dit, si l'équipe de France arrive à marquer tôt dans ce match-là, eh ben, l'équipe de France va dérouler et va peut-être en mettre 3, en mettre 4 au Maroc, parce que le Maroc va être obligé de se découvrir et de laisser des espaces. Et on sait que le Maroc sont très bons lorsqu'ils jouent reculés et qu'ils ont tendance à défendre. Mais est-ce que ce Maroc qui se livre, est-ce qu'il aurait été capable de subir les assauts des attaquants français ou de l'équipe de France en général? Ben, la réponse, ça a été oui. Et c'est là où moi, j'ai été ultra agréablement surpris. C'est que les Marocains, ben, finalement, au-delà de cette équipe défensive, c'est une équipe qui savait remonter le ballon, ça on le savait, c'est une équipe qui sait jouer au foot et ça c'était incontestable, mais j'étais pas prêt à avoir une équipe qui sait aussi exploiter chaque faille de l'équipe de France, qui sait garder le ballon, qui sait faire tourner, qui sait jouer avec un jeu axial, qui arrive à venir sur les côtés lorsqu'il le faut. Et pour autant, c'est pas des exploits individuels de Ziyech ou de Bouffal comme on a pu le voir dans les matchs précédents, c'était un jeu au global de la part du Maroc qui était très bon en fait, et tout a été bon du côté du Maroc. Et cette équipe de France, je l'ai vu passer dans le chat et c'est une vérité. Je pense que Deschamps, à partir du moment où l'équipe de France mène 1-0, Deschamps, il arrive et il doit dire à ses joueurs, bon, reculez, on va essayer de les contenir pour qu'ils avancent vers nous et on va essayer de les exploiter en nous. Et c'est comme ça qu'on va les punir. Ouais. Sauf que l'équipe de France, elle n'y arrivait pas. Parce qu'on a reculé. Le Maroc arrivait à prendre le jeu à son compte et arrivait à mettre son jeu en place. Et ils se sont créés des occasions, d'énormes occasions. Et Monsieur Hugo Lloris a encore été présent. Et quoi qu'on pense de ce gardien, même s'il n'est pas acrobatique, même s'il n'est pas je ne sais ça, mais dans toutes les compétitions, Hugo Lloris, ça frôle la perfection. Mais voilà, c'est une équipe qui a été très bonne et la France a eu du mal à les contrer. On a vu Mbappé, de temps en temps, avec des exploits par rapport à sa vitesse, il est parvenu, mais cette équipe du Maroc m'a fait très peur. Je vais être très sincère. Je me suis régalé avec le parcours du Maroc, mais je les attendais vraiment pas à ce niveau-là. Bah, t'es pas le seul. Hein. Et c'est un peu ce qu'on se dit à chaque fois, parce qu'on se dit ouais, attendez, le Maroc, vous les attendez pas en poule, ils sont passés. Vous les attendiez pas contre l'Espagne, ils sont passés. Contre le Portugal, c'est pareil, ils sont passés. Mais ce soir, en fait, on a vu un Maroc qui était complètement différent. C'était pas simplement un Maroc qui reculait et qui contrait, c'était un Maroc qui a pris le jeu à son compte, et c'était un Maroc qui a démontré que le football, c'est pas simplement des joueurs dans de grands clubs. C'est un collectif, un groupe et surtout un grand entraîneur avec beaucoup de tactique. Et lorsqu'une équipe arrive à avoir de la rigueur comme ça, ça peut faire des performances en Coupe du Monde. Et c'est l'exemple type que toutes les nations qui arrivent à se qualifier en Coupe du Monde peuvent faire un parcours. Non, mais de toute façon, c'est une vraie épopée collective avec vraiment 11 voire 12. Quand je dis 11-12, c'est voilà, vous m'avez compris, mais c'est tous les mecs en fait qui tirent dans le même sens, même si ça marche pas bien, même s'il y a du déchet, tu sens que les mecs en fait jouent ensemble. Et surtout, je parle de déchets, mais très honnêtement, moi j'ai vu des combinaisons aujourd'hui. Encore une fois, alors après, tu as la France en face. La France, on a quelque chose, on a une sorte de totem, je sais pas comment appeler ça, mais c'est vrai que c'est comme si ça nous glissait dessus, quoi. Il y a un truc qui fait qu'on arrive toujours à s'en sortir, et pourtant les combinaisons. Il va falloir quand même rectifier le tir avant la finale. Hein. Ah bah ça c'est une autre question. Il y a trop. Non mais parce que moi honnêtement, calmos. Quand je voyais l'espace qu'il y avait au milieu de terrain, j'imagine un Messi avec autant d'espace. Si tu le laisses manœuvrer comme ça, ou Dodgers, ça peut faire mal. Et du côté Mbappé, on a un gros problème. Hernandez, c'est pas le meilleur défensivement parlant, et il est pas aidé par Mbappé du tout. Donc s'ils exploitent ce côté-là, les Argentins dans le dos aussi, ça peut être très compliqué. Et pour moi, à mon sens, il n'y a pas assez d'efforts collectivement par moment. Heureusement que Griezmann, il se démultiplie et il sauve la baraque pas mal de fois, mais il y a quand même, je trouve, il y avait beaucoup d'espace au milieu de terrain entre les lignes. Et sur le côté, dans le dos d'Mbappé, le côté Hernandez, c'était compliqué. Moi, je trouve souvent, ils étaient à 2 contre 1. Bon, après, heureusement pour nous, ils n'ont pas su exploiter ça de la meilleure des manières par moment. Mais moi, je trouve, des fois, ça m'effrayait. Après, Bruce, on dit ça, mais là, on est en finale de Coupe du Monde quand même. Hein. Faut relativiser. Hein. Non, mais il n'a pas tort. Je sais qu'il n'a pas tort, mais relativisons quand même. Ce soir, on s'en sort tranquille, on gagne. Mais heureusement que, voilà, parce qu'il y avait des coups à jouer pour les Marocains qui auraient pu nous faire plus mal, je pense. Oui, non. Il y avait des fois trop d'espace et c'est pas normal de laisser aussi autant le ballon pendant autant de temps. C'est volontaire, oui et non. À un moment donné, c'était plus vraiment volontaire. C'est juste que on avait du mal à remettre le pied sur le ballon. Et c'est tout, quoi. Et par moment, j'ai pas trouvé ça ultra rassurant. Mais après, comme tu dis, l'important, c'est de gagner. Mais faut gommer quand même ces petites erreurs et faire attention. Alors, on va se tourner vers Araujo. Araujo, dis-nous un petit peu. Est-ce que cette équipe de France, aujourd'hui, tu l'as trouvée je dirais pas séduisante, parce que oui, c'est vrai que le Maroc a quand même pas mal eu le ballon, mais est-ce que sur certains points, quand même, tu t'es dit, c'est quand même rassurant de voir que cette équipe, elle arrive à subir
et à surtout ne pas encaisser, parce que c'est ce qui s'est passé. On se souvient de cette occasion-là où Koundé la sort sur la fin. Là. Comment tu l'as trouvé, cette équipe de France, toi ? L'équipe de France, effectivement, est un peu mitigée parce qu'on a la sensation qu'elle peut battre absolument n'importe qui avec un score fleuve. Et c'est ça qui est un peu en train de donner à tout le monde la sensation que la France a peut-être vécu un mini-échec avec cette victoire un peu timide. Mais en fait, c'est ça l'âme d'un champion du monde. Pour moi, c'est ça l'âme d'une équipe qui peut gagner n'importe quelle compétition. C'est une équipe qui, lorsqu'elle est très forte, déroule. Et lorsqu'elle est moins bonne, arrive à ne pas perdre. Et pour moi, ça, c'est la force de la France. Et je vous le dis avec beaucoup de regret parce que malheureusement, en tant que supporter portugais, nous, on ne sait pas faire ça. C'est exactement le problème du Portugal, c'est que vous êtes une très grande équipe, mais si vous ne savez pas défendre, si vous ne savez pas avoir... Moi, je parle même pas de chance. Pour moi, la France est une équipe extrêmement régulière, extrêmement solide, qui arrive dans les moments les plus compliqués à ne pas concéder de but, là où l'Espagne, le Portugal, à chaque fois, a eu du mal à concéder. Alors effectivement, l'Espagne a été emmenée jusqu'au péno, mais le Portugal, c'est l'exemple parfait. On prend un centre, Ruben Dias, défenseur de Manchester City, qui pendant 70 minutes se fait manger par En-Nesyri, qui à chaque fois a été absolument extraordinaire sur les duels. Et ça fait peur. Et pour rebondir sur quelque chose qui a été dit par rapport à l'équipe de France par Bruce, c'est ce côté gauche défensif. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais attention, parce que le côté droit du Maroc, les trois, c'est pas des clowns. Entre Ziyech, Hakimi et Ounahi, il y a quand même 3 joueurs qui font une sacrée Coupe du Monde. Alors Ounahi, effectivement, est en train d'éclore et en train de montrer à tout le monde que jouer au SCO d'Angers, ça veut pas dire qu'on est un pitre en Coupe du Monde. Mais par contre, monsieur Ziyech et monsieur Hakimi, attention, parce que autant Ziyech avec Chelsea, effectivement, il y a moins de temps de jeu, mais il a prouvé que c'était un joueur extrêmement technique qui apportait énormément. Et je pense qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs qui a besoin qu'on lui donne les clés du camion offensivement. Il a montré qu'avec ces clés-là, il était capable de faire des bonnes choses et il l'a très bien fait. Et ce joueur, vraiment, contre l'Espagne et contre le Portugal, si vous avez vu les matchs, il est dos au but. À chaque fois, il est dos au jeu. Il arrive à ressortir, des passes double contact entre les lignes. Il donne de l'air à son équipe à chaque fois. Et ce monsieur a fait une grande Coupe du Monde. Et à côté, Hakimi, effectivement, qui est un joueur qui multiplie les courses, généreux. On le connaît, comme on le connaît au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui lâche rien, qui en plus offensivement a des très grandes qualités. Donc ça a créé effectivement ce déséquilibre dans l'équipe de France. Mais je pense que le bilan un petit peu objectif qu'on peut faire sur cette équipe de France, c'est que effectivement il y a des choses qui sont pas rassurantes, mais comme tu l'as rappelé juste avant, aller en finale de Coupe du Monde, réussir à ne pas prendre de but et effacer les équipes avec, j'ai envie de dire, autant de sérénité, parce que c'est mon rêve en tant que supporter portugais, c'est de gagner des matchs avec de la sérénité, et l'équipe de France sait le faire, et ça c'est beau. Mais pourtant tu dis ça, mais c'est vrai que récemment on a quand même vu que le Portugal avec cet Euro 2016 remporté, on l'a quand même vu, Zal, le Portugal a tenté une forme un petit peu de mutation, de peut-être même d'imiter un petit peu la France. Parfois, on a même osé la comparaison entre Santos et Deschamps. Et c'est vrai que ça, c'est un truc dont rêvent quasiment toutes les équipes, c'est d'avoir cette solidité, ce côté un petit peu imperméable qui fait que tu vas loin dans une compétition, parce que Bruce a raison de le dire, il y a eu des choses qui n'ont pas bien marché aujourd'hui, mais finalement cette équipe de France, quelque part, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? À chaque fois quand c'est compliqué, quand elle joue pas bien, elle gagne quand même, elle s'impose. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? Après, il faut dire aussi qu'on a quand même ces petites parts de chance que les autres équipes n'ont pas, tu vois, parce que quand tu dis on essaie de nous imiter, par exemple le Portugal en 2016, ils nous avaient pas vu jouer en 2018 encore. Ouais, c'est donc, vrai. Pour moi, l'équipe qui a essayé vraiment de nous imiter, c'est les Anglais. Tu vois, je pense que eux, ils ont Porte Sud, c'est ça? Gareth Porte Sud, Southgate. Sud, avec plus ou moins de réussite. Il a voulu s'inspirer de Deschamps, c'est-à-dire bétonner, faire un milieu solide et jouer en contre avec des mecs ultra rapides devant. Mais bon, si t'as pas ce facteur chance qui va avec toi et ce truc de champion, tu pourras jamais gagner. Et puis l'Angleterre, comme je le disais, qui les a déjà vu gagner quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Donc c'est compliqué. Pas de notre vivant en tout cas, nous. Pas de notre vivant, malheureusement. C'était avant. Mais ouais, la France elle a ce petit truc justement de faire la différence avec ce côté, ce facteur chance. Et la chance, après, il n'y a pas que ça se provoque en même temps, tu vois. Et franchement, là, on peut dire qu'on a été très chanceux, parce que si, honnêtement, le Maroc, ils auraient égalisé à 1-1, là, je te dis, on aurait pu... Ouais, mais après, on passe notre temps à chaque fois avec l'équipe de France à toujours mettre des sites. Oui, mais justement, ça n'arrive jamais. Ils ont eu ce petit facteur chance, comme la bicyclette qui passe à côté. Il y a eu plein de petites actions marocaines qui ont fait que c'est pas rentré, et tant mieux pour nous. Et voilà. Et puis après, on a des joueurs qui ont été là pour tenir la baraque, comme Griezmann. Griezmann, franchement, il était partout. Il était en défense, en attaque. Enfin, en attaque pas trop, mais il était partout. Il était sur tous les secteurs de jeu.
Franchement, c'est pas pour moi. Je pense qu'il a été élu homme du match, non? J'ai pas vu, on n'a pas encore vu, mais dès qu'on a l'info en régie, bien sûr, on va balancer. Kanto, qu'est-ce qui, dans ce match, on va un petit peu enchaîner avec ce que Bruce disait, qu'est-ce qui pour toi n'a pas marché pour cette équipe de France? Qu'est-ce qui a été perfectible côté bleu? Ce qui a été perfectible côté bleu, la manière peut-être de se relancer dans les actions quand les Marocains étaient installés dans notre milieu. Dans notre moitié de terrain, on a vu que souvent on a eu des difficultés en relance. CF notamment la perte de balle par Aurélien Tchouaméni, où derrière on manque d'encaisser un but. Là, elle fait très peur. Hein. Ouais, elle fait très peur. Et c'est vrai qu'à la relance, on n'a pas toujours été très bon dans nos choix. Donc j'ai envie de dire peut-être une organisation qui nous permettrait de pouvoir ressortir un petit peu mieux. Après, c'est vrai que j'ai pas envie d'être trop sceptique non plus par rapport à ce match de l'équipe de France, parce que finalement c'était beaucoup de tactique, même si l'impression visuelle fait que le Maroc a eu le ballon et la France a énormément reculé, a peut-être un petit peu paniqué et subi par moments. La finalité, c'est que c'est un plan de jeu où tu ouvres le score très tôt. Derrière, tu acceptes de laisser le ballon à ton adversaire, tu acceptes de céder des occasions. Certes, il y a des sauvetages, il y a des poteaux avec la retournée d'Eliamik, avec des parades du Goloris, avec le sauvetage sur la ligne de Jules Koundé, avec le retour en taclant de Konaté. Mais au final, le temps que tu craques pas et que tu es toujours devant au score, il n'y a pas de raison forcément de changer ta méthode de jeu. Donc, il y a peut-être le côté sérénité à la relance où il y a mieux à faire. Après, sur le reste, moi, j'ai pas envie d'enterrer la France. C'était maîtrisé. Il y a eu de temps en temps des failles, mais c'est des failles qui ont fait que ça n'a pas apporté un but. On a vu face à l'Angleterre qu'on était devant, quand on a été égalisé, on a souffert, mais on a quand même été capable de remarquer. Si le Maroc avait égalisé, peut-être qu'on aurait été capable également de remarquer derrière. Je sais pas, je suis pas voyant, mais en tout cas, moi, à partir du moment où la France est devant et accepte de subir des occasions, on a vu qu'avec Deschamps, il l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, ça marche. Écoute, continue avec cette recette-là et bravo. Haro, ça a été un petit peu dit sur le plateau, du coup on a parlé de cette idée que Deschamps a voulu un petit peu laisser les Marocains jouer, peut-être pour les piéger, pour les prendre en compte, parce que tu as de la vitesse aussi, toi, sur le front de ton attaque. Est-ce que tu crois en cette théorie, et est-ce que pour toi, c'était risqué de jouer comme ça? Parce que comme l'ont dit les gars, c'est vrai qu'à un moment donné, on a senti que on était carrément retranché et le danger était quasiment là tout le temps. Toi, tu t'en penses quoi de tout ça? Effectivement, moi je suis assez d'accord avec ce point de vue-là, mais il y a quand même quelque chose que moi j'ai noté, et je pense que beaucoup de gens ont aussi remarqué, c'est le Maroc n'est pas venu avec les mêmes intentions sur ce match que sur les 2 derniers. Ça correspondait un petit peu à l'intervention médiatique du coach du Maroc là hier, qui disait que clairement fallait pas les sous-estimer parce que sinon ils étaient capables de faire tomber n'importe qui, et qui même il espérait que la France les surestimait. Et c'est assez intéressant parce que pour la première fois depuis un moment, le Maroc n'est pas venu avec son 4-1 assez classique, avec Amrabat qui fait le piston entre les 2 lignes au milieu et en défense. Là ils sont arrivés avec un schéma un peu 3 défenseurs qui se transforment en 5 évidemment quand ils sont en phase défensive, et offensivement j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Je pense que c'est aussi ça peut-être qui a fait déjouer la France, qui s'est dit attendez, le Maroc en fait ils vont pas faire que défendre. Le scénario aussi est extrêmement particulier. Je pense que aucun des 2 protagonistes ne s'attend à être mené ou à mener au score au bout de 5 minutes de jeu. Donc je pense que les schémas tactiques d'un peu tout le monde étaient un peu bouleversés. Je pense que Deschamps n'est pas arrivé en pensant que le Maroc allait jouer comme ça, avec des ailiers beaucoup plus offensifs, le retour de Mazraoui qui fait du bien aussi dans cette équipe marocaine, on va pas se mentir, même si face au Portugal ça s'est pas trop senti. En même temps il y avait pas grand chose à faire pour embêter le Portugal ce jour-là. Mais en tout cas voilà, moi je pense que c'est un petit peu des 2 côtés. Je pense que c'est le choix tactique de Deschamps et à la fois aussi l'approche tactique du Maroc qui a été intéressante. Faut voir que c'est la première fois que le Maroc changeait un petit peu de dispositif. Ça leur a pas fait de mal. Et puis à côté, voilà, les Marocains, ils avaient aussi ce supplément d'âme, ce parcours. J'ai entendu beaucoup sur les réseaux, mais aussi les commentateurs des différentes chaînes dire que effectivement, quand vous êtes mené, vous êtes le dernier survivant d'un continent. Vous êtes un peu mené par la fougue. Tout le monde dit mais ils ont l'air imbattables, ils prennent pas de but, etc. Donc je pense que tous les joueurs, et ça je crois que c'est Margoton qui disait qu'ils jouent à 150% de leur capacité. Et pour moi, ça c'est réel. Honnêtement, je pense que le Maroc on l'a vu, il y a eu de la classe et tout. On l'a vu, voilà, clairement. Franchement, je pense que le Maroc en phase de poule contre la France au premier match prend une caisse littéralement. Et là, dans ces conditions-là, avec le parcours qu'ils ont, dans ce contexte très particulier pour les Marocains, ils ont été impressionnants. Et la France, je pense, n'était juste pas prête. Moi, juste pour rebondir avec Haro, c'est même pas un désaccord, c'est pour appuyer ce qu'il a dit, mais en même temps apporter des billes un peu pour ceux qui ont raté l'émission qu'on a fait en analyse. La volonté
volonté de Regragui de changer complètement de système de jeu. C'est quand même dingue de changer de système de jeu et de composition avant une demi-finale de Coupe du Monde. C'est assez rare. Et lorsque ça a été fait dans l'histoire du foot, ça n'a pas toujours été récompensé, notamment Laurent Blanc avec le Paris Saint-Germain en Champions League. Là, en revanche, la volonté de Regragui, au-delà du changement de système de jeu, de la composition, c'était surtout arriver à s'adapter au fait que Naïef Aguerd et Romain Saïs, qui étaient blessés, avaient envie d'être titularisés, mais il avait besoin, pour 2 joueurs qui étaient de base titularisés, mais blessé sur le papier, il avait besoin peut-être de titulariser quoi qu'il arrive El Yamik pour avoir quelqu'un qui tient la baraque au cas où. Et la deuxième chose, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, le fait de mettre des rôles de piston avec 3 centraux et derrière Hakimi et Mazraoui pour leur donner un peu plus de liberté, ça allait permettre à Hakimi et Ziyech de pouvoir combiner à 2 sur le côté droit avec l'aide d'Azine Ounahi et de pouvoir combiner avec Mazraoui et Bouffal. Là en revanche un petit peu seulement à eux 2 parce qu'Amrabat lui est un petit peu plus bas en général sur le terrain, mais c'était surtout dû au fait que le point faible de l'équipe de France était ce côté droit avec Jules Koundé qui est pas à l'aise au poste de latéral droit et ce côté gauche avec Théo Hernandez qui n'est pas du tout aidé en général dans le repli défensif par Kylian Mbappé et qui lui-même n'est pas le joueur le plus à l'aise défensivement. Donc il y a un peu des deux en fait. Il y a du culot de la part de Regragui de vouloir changer de système de jeu et peut-être avec d'autres principes de jeu que ce qu'on a vu précédemment, mais il y a surtout à mon avis une adaptation au point faible de l'équipe de France en sachant qu'avec ses 5 défenseurs ou plutôt ses 3 défenseurs et les 2 pistons, il allait avoir quand même une certaine sécurité défensive et que d'autre part il allait pouvoir lui mettre en danger l'équipe de France sur ses points faibles. Le problème avec ce système de jeu là, c'est que malheureusement il y a Yamik qui sort un petit peu trop fort sur Griezmann qui du coup arrive à débloquer un peu la situation. Il y a cette ouverture du score au bout de 6 minutes de jeu qui vient complètement perturber les plans de Regragui, puis derrière la blessure de Saïs qui intervient également très vite, il se retrouve mené au score et avec la perte de Naïef Aguerd pendant l'échauffement et de Romain Saïs très tôt dans le match, ce qui fait que ça vient complètement perturber ses plans à Regragui. Et ce qui fait c'était le gros danger pour Regragui en fait. Exactement. C'est qu'un grain de sable vienne complètement l'obliger à tout modifier, à tout chambouler. Oui, mais ils ont été mieux quand ils sont repassés à leur système classique, justement. Clairement, ils les trouvé mieux. Du coup, ça a été un mal pour un bien pour eux, dans le sens où oui, c'est dur de perdre des joueurs qui étaient incertains et tout, mais pour moi, dès qu'ils sont repassés avec leur compo classique à 4 derrière, je les ai trouvés mieux personnellement. Oui, non, mais c'est sûr que ça a aidé. Et puis de toute façon, vous l'avez vu sur les statistiques, le Maroc a quand même eu le ballon dans ce match-là, plus de 60% de possession. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément dominé, mais en tout cas, le Maroc a plus ou moins fait le jeu. Bruce, justement, je voulais qu'on parle un peu du Maroc et que tu nous dises ce que tu penses de... des occasions marocaines, des opportunités que le Maroc s'est créé. Qu'est-ce qui, selon toi, a manqué aux Marocains pour peut-être nous faire encore plus mal? Parce que vraiment, les situations étaient là. On ne peut pas dire que le Maroc aurait pu jouer ce match et ne jamais marquer. Il y a peut-être un parallèle à faire entre la France et l'Argentine et entre le Maroc et la Croatie, avec des équipes qui savent défendre avec la Croatie et le Maroc et qu'on peut-être... qui sont un peu limités parfois dans les 30 derniers mètres où il manque quelque chose dans le dernier geste. Et voilà, même s'il y a peut-être plus de créativité quand même côté marocain que chez les Croates, je trouve, mais au final, c'est le dernier geste qui fait la différence. On se comprend que l'Argentine et la France, même si la France, ça s'est pas toujours vérifié sur ce match, qu'il y a eu des occasions de tuer le match, ils n'ont pas su le faire, mais c'est des équipes qui sont plutôt efficaces. Normalement, il ne faut pas leur laisser trop d'occasions, ça peut punir instantanément. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui te fait la diff. Zal, je te pose un peu la même question parce que c'est vrai que on les a bien observés ces Marocains et on sentait quand même qu'à certains moments ils se trouvaient plutôt bien sur le terrain. Quand toi tout à l'heure parlais de la perte de balle de Tchouaméni, c'est des choses qui sont provoquées par les Marocains aussi. Ce petit pressing un petit peu qu'ils ont essayé de mettre, qu'est-ce qu'il leur a manqué vraiment? Parce qu'ils étaient pas loin de recoller finalement. Ce qui leur a manqué, c'est un vrai buteur, je pense, mais... Ça a été dit dans le chat, ça. Ouais, moi je pense que c'est ça, mais en fait, le game plan de l'entraîneur du Maroc, il a pas fonctionné, clairement, puisqu'il prend un but dès les 5 premières minutes, et au final, ça oblige l'équipe de sortir. Ça aurait pu payer, tu vois, mais on a su faire le dos rond. C'est là où je trouve qu'on n'est pas mauvais à ce niveau-là. C'est que, après, il manquait aussi Rabiot, tu vois, mais je pense que le fait que Griezmann et que la défense, Konaté, il a été monstrueux. Varane, on ne va pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais ça va, il a pas fait d'erreur. Hugo Lloris, il a fait un match de fou.
Koundé, c'était un peu plus difficile parce que Dembélé l'a aidé, mais c'était pas, du coup, il n'était pas assez protégé, je trouve. Et Théo, pareil, il a fait ce qu'il pouvait, mais en tout cas, il a marqué, donc déjà, ça c'est déjà pas mal. Et une nouvelle fois encore, ça a été un défenseur qui marque en demi-finale. Bon, après, il y a eu Colo derrière, mais c'est lui un Nantais et un Milanais qui marquent. Ouais, j'avoue. Et non, pour moi, on a fait ce qu'on pouvait déjà. Parce qu'il faut dire que le Maroc, il y avait quand même de la qualité et on a fait en sorte de tenir le bateau et c'est ce qui s'est passé. Et après, voilà, il y a ce petit facteur chance qui a fait. Mais après, la chance, ça se provoque, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'était compliqué, j'avoue. Je dois reconnaître que c'était quand même assez compliqué. Mais voilà, le but, c'est d'arriver en finale et on y est. J'insiste là-dessus. Le but, c'était de se qualifier et surtout de marquer contre le Maroc, l'équipe soi-disant qui prenait invincible, qui prenait pas de but. Et voilà. Hein. Alors, Bruce, tu voulais réagir. Encore une fois, désolé, Braque, j'insiste là-dessus. Il va falloir rectifier le tir sur le côté Mbappé, sinon on peut prendre très cher, je pense, en finale sur ce côté. Pour moi, ça sera l'une des clés du match qu'à chaque fois, ils avaient compris avec Hakimi et tout, avec Ziyech. Ils y allaient, Mbappé, il faisait pas l'effort. Du coup, c'était à chaque fois en surnombre sur ce côté. Pour moi, c'est là où Deschamps, il va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose. Je sais pas. Après, je sais pas si Mbappé, vu que ça sera la finale, etc., il va peut-être se mettre en tête de faire un peu plus d'efforts. Mais déjà que Théo Hernandez, c'est pas le meilleur latéral au monde défensivement parlant, même si par moment, il peut faire le boulot. Il a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide. Et là, pour moi, il est trop esselé. Et du coup, c'est un gros bordel. Et c'est un truc que Deschamps va devoir rectifier d'ici dimanche. Alors, je voulais aussi qu'on revienne sur ce qu'on s'est dit avant l'émission. Hein. On était là une heure avant le match et on parlait donc de Rabiot. Parce que c'est vrai qu'Adrien Rabiot était absent aujourd'hui. Il a manqué là. Hein, il a clairement manqué. Justement, Haro, je voulais te poser la question sur Rabiot. Est-ce que son absence s'est quand même beaucoup fait ressentir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, en fait, au vu du match des deux milieux de terrain de l'équipe de France, effectivement, Rabiot a quand même manqué. Après, pour moi, le problème, il était quand même collectif pour l'équipe de France. C'est pas parce que Rabiot n'était pas là que l'équipe de France n'a pas performé au niveau auquel on l'attendait. Parce qu'attention, c'est vrai que je l'ai vu pas mal sur le chat. C'est vrai qu'il faut pas oublier que l'équipe de France est qualifiée en finale de Coupe du Monde. Oui, ça faut toujours le rappeler. Et voilà, faut qu'on garde les pieds sur terre. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à la place de l'équipe de France et je sais de quoi je parle. mais pour le coup, oui, Rabiot, c'est extraordinaire. Et honnêtement, je vais vous dire que je suis pas étonné. Je regarde 100% des matchs de Benfica cette année. J'ai eu la chance d'aller à la Louse voir Rabiot jouer. Le match retour de Ligue des Champions et honnêtement Rabiot c'est le garçon qui porte cette équipe de la Juventus de Turin au milieu de terrain. Les adeptes de Serie A dans le chat pourront confirmer, mais il est vraiment incroyable, gros box to box. Je trouve il a pris beaucoup en maturité. C'est un joueur très intelligent qui a fini de jouer à la baballe au milieu de terrain. Il a compris qu'il fallait être efficace en plus dans une équipe qui a besoin d'efficacité grandement et du coup il a montré un excellent profil et dans cette Coupe du Monde pour moi j'ai trouvé incroyable qu'il ait été si bon parce qu'au final il a fait taire énormément de critiques et de personnes qui disaient mais on n'a pas Pogba, on n'a pas N'Golo Kanté, qu'est-ce qu'on va faire en équipe de France? Et la solution à ce problème, à ce trou, elle s'appelle Adrien Rabiot. Elle était sous nos yeux en fait. Effectivement, elle s'appelle Adrien Rabiot. Alors effectivement, personne ne pouvait le prédire, ou sinon je vous invite à contacter Kanto pour commencer les paris sportifs parce que ça va vous aider. Mais sinon, avant la Coupe du Monde, avec sa forme, on le sentait que ça allait être le patron et que je trouve que c'était prévisible, moi. Bruce, il l'avait dit, attention à Rabiot et il peut. Il était en grande forme et quand tu voyais la gueule du milieu de terrain sans faire offense aux autres, c'est le plus expérimenté de loin. Donc soit notre milieu il tenait grâce à Rabiot, soit c'était compliqué. Et ce soir, son absence, elle manque énormément. Il y a des joueurs qui sont pas prêts. On va pas se mentir. Donc Rabiot, normalement, il sera là puisqu'il s'est reposé dimanche et tant mieux parce que honnêtement, il y a une équipe de France, un milieu de terrain avec Rabiot et sans Rabiot. Zal. Ouais, mais en fait, moi, je voudrais rajouter un truc. Alors, c'est vrai qu'on crie pas de joie, que c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, qu'on soit en finale, je vais pas dire c'est normal, mais tu vois, de sortir contre le Maroc, ça aurait été quand même une très grande déception. Donc, c'est normal, au vu des ambitions que tu as, c'est normal. Pour moi, avant de regarder le match, j'étais, je vais pas dire serein, mais dans ma tête, je me disais, on doit gagner ce match. On n'a pas le droit de pas gagner ce match. C'est autant le Maroc, ils ont tout à gagner dans ce match-là, parce que déjà c'était historique d'être en demi-finale, donc eux, ils avaient tout à gagner. Mais pour nous, en tant que Français, on se doit de se dire, normalement, avant de jouer ce match-là,
On doit aller en finale et il fallait pas avoir peur. C'est quelque chose de normal. Hein. Oui, mais en fait, je sais pas. La tendance toute la semaine, on a entendu dire attention le Maroc, attention ils prennent pas de but, attention ils sont chez eux, ça va être rouge, etc., etc. En fait, on nous a vendu ça toute la semaine. Non, mais si je peux me permettre, Zal. Moi, je pense que toi, tu réagis par rapport au fait que, voilà, on a essayé d'installer un climat un peu de doute vis-à-vis du Maroc. Mais ça, c'est pas normal. Je pense que c'est pas normal. On normalement. Non, mais si je peux venir, Zal, je pense que ce doute, c'est normal parce que quand tu vois que cette équipe marocaine arrive à sortir de suite l'Espagne, le Portugal, en jouant ce jeu qu'on l'a vu jouer et en étant aussi solide, forcément, ça fait peur à n'importe quelle équipe, tu vois. C'est pas juste, c'est pas comme si je te parlais de l'Ajax d'il y a quelques saisons qui jouait, qui pouvait laisser des espaces et elle s'est fait prendre par Tottenham comme ça, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme le PSG. Le PSG, on entend. Attendez, compare pas la France au PSG, s'il te plaît. La France, ils gagnent des titres. Attendez, pas tous en même temps. Le PSG, c'est ce qu'on dit où normalement, faut pas vendre la peur et tout. Je l'entends à chaque fois. Non, mais attendez, est-ce que vous trouvez qu'on a fait une mauvaise campagne jusqu'à maintenant? On a Mbappé qui a 5 buts, Giroud qui a 4 buts, on a des milieux qui sont révélés, je sais pas. Mais moi, je suis pas. Encore si on avait été mauvais et qu'on était là par miracle, tu vois, j'aurais pu me dire, il faut avoir peur du Maroc et tout ça. Mais non, je suis désolé. Mais là, Zal, en fait, le problème, c'est que toi, c'est comme si t'en faisais un peu une mission de dire mais arrêtez de dire ça, mais c'est légitime. Mais sans manquer de respect au Maroc. Moi, c'est pas ça que je. Non, mais Zal, je sais. Mais c'est légitime en fait de mettre des warnings quand t'as une équipe comme ça, quand t'as une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait sortir quand même des grosses nations européennes. C'est logique en fait de dire il faut se méfier. Il y a ci, il y a ça. Faites attention. Tu vois. Je suis d'accord. Tu peux pas juste dire mais attendez, mais on est la France, on va avoir peur. Je suis d'accord avec toi, Braque. Après, là où je comprends Zal, c'est que ces derniers temps, on est rentré dans une ère où avec les émissions sportives, avec les journaux, avec les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, si tu dis que tu penses que la France va gagner contre le Maroc, on va te dire tu leur manques de respect, tu les sous-estimes et il va y avoir que des mises en garde en mode en fait tu respectes pas ton adversaire. Si, c'est simplement que je pense que la France est au-dessus du Maroc et je dis que la France va gagner contre le Maroc. Mais ça on le dit tous, mais le problème c'est qu'aujourd'hui quand tu le dis de manière trop ouverte, et en fait on va dire que tu respectes pas l'adversaire, que tu les sous-estimes, tiens, le karma va te punir, tu vas voir ce qu'ils vont te faire, etc., etc. Non, aujourd'hui, tu as le droit... On a le droit de se regarder dans une glace, voilà, t'as le droit aujourd'hui, je pense que tu as le droit dans le foot de dire, écoute, moi, je pense que mon équipe est au-dessus et ça va gagner. Bruce est après à Rojo. Non, juste pour dire que la France, on mettait tous la France favori. Mais ça veut pas dire que tu mets une équipe favori. On sait que la France, on en parlait tout à l'heure avant le match, la France, bien sûr qu'elle est au-dessus du Maroc. Mais ça, tout le monde le sait, mais... On le sait très bien que dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire, quand tu dis attention quand même au Maroc, ils ont montré des bonnes choses dans cette Coupe du Monde. Évidemment qu'ils ont montré des bonnes choses. Faut quand même s'en méfier. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas la France se qualifier, parce qu'on les voyait tous se qualifier. Mais voilà. Il y a Jarvis dans le chat qui a dit quelque chose qui est très vrai. Il a dit aujourd'hui, tu n'as pas le droit de te trouver beau. Et c'est complètement vrai. Parce qu'aujourd'hui, si tu penses. Moi, je suis d'accord avec vous sur ça. Plutôt, aujourd'hui, en fait, plutôt que d'encenser ton équipe, t'es obligé de défendre l'équipe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu te trouves beau, je pense, la ref à la semaine dernière, je pense. Je me trouve très beau et regarde, j'ai un pull aujourd'hui. T'as gonflé un peu. Je suis allé à la salle 5 minutes. Vas-y, Quentin. Et non, mais aujourd'hui, il a raison, en fait. T'as pas le droit de te trouver beau. Aujourd'hui, on est dans la culture du défendre l'adversaire. Pour ne pas se trouver beau, pour ne pas prendre un retour de karma. Moi, dès qu'aujourd'hui je parle, que ce soit même pas pendant la Coupe du Monde, mais dès que je parle de l'OM, dès que je parle de matchs en Champions League, quand je parle de matchs en championnat ou de n'importe quoi, à chaque fois que je dis un truc, Kanto, là t'en dis trop, tu vas te faire punir par le karma. Et à contrario, quand on va être un peu mesuré et qu'on parle de l'équipe de France, qu'on est en finale et qu'on arrive à trouver des défauts sur l'équipe de France, on nous dit les gars, vous êtes en finale, vous avez gagné, vous faites la gueule. Et c'est ce qu'on a vu sur les commentaires YouTube et là je l'ai encore vu passer sur le chat. En fait, il faut savoir, le problème c'est quand on est euphorique avant une rencontre ou après une rencontre, on respecte pas l'adversaire, et quand on n'est pas euphorique et qu'on tire la gueule et parce qu'on essaye d'analyser le jeu et de trouver des défauts, plutôt que de se dire la France a gagné contre le Maroc, on essaie de dire mais attends, la France a gagné contre le Maroc, on est en finale, mais on est tous contents, mais évidemment pendant le match on a fêté ça comme des fous et après on va sûrement fêter ça, mais évidemment qu'on est content. Mais là on est dans une émission, on essaye de trouver les défauts de la France parce qu'on est là pour essayer de faire une analyse de foot. Alors je dis pas que mes analyses sont toutes bonnes et je dis probablement beaucoup de conneries, mais j'ai même pas la prétention de dire que de la vérité, mais c'est simplement que en fait
pour vous dire, quoi qu'on dise, si aujourd'hui on dit la France est favorite, c'est pas bon parce qu'on respecte pas l'adversaire. Et si aujourd'hui on dit du bien des Maroc, c'est pas bon parce qu'on dit qu'on n'est pas assez derrière la France. Et en fait, jamais personne n'est content, mais c'est comme ça. Voilà, sinon, faut pas regarder. Aro, il faut que tu réagisses aussi. T'en penses quoi de tout ça, toi? Ouais, peut-être pour clore aussi ce sujet. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, comme toi, Breck, sur le sujet effectivement, sur l'histoire on n'a pas le droit de se trouver beau, mais c'est aussi parce qu'en France, on est le géant favori, en fait. Le géant favori n'a plus le droit de dire qu'il est favori dans un match. Après, moi, je pense qu'il y a quand même, encore une fois, une histoire de contexte avec cette équipe marocaine. Je suis d'accord avec Zal. Peut-être qu'on les voit trop beaux, mais en fait, la France se dit peut-être, les Français se disent peut-être que le Portugal et l'Espagne ont donné une carrière au Maroc en leur laissant une victoire. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que si vous regardez les matchs de la première à la dernière minute, le Maroc a été une excellente équipe et ça n'était pas un coup de chance. Mais effectivement, le fait de commencer et dès 6 minutes de jeu, mener une équipe qui au final bute sur l'équipe de France pendant 90 minutes, on a l'impression que la France, mais je le dis encore une fois, a été sereine. Malgré le danger, a été sereine. Et je pense que c'est de là que vient un petit peu cette idée de on abuse avec le Maroc, c'était pas si fort, etc., etc. Il y a vraiment ce contexte de match parce que si la France ne marque pas dans les 10 premières, qu'on va en prolongation et que la France gagne en prolongation, peut-être qu'on se met pas à dire que finalement on a vu le Maroc trop beau et effectivement c'était une bonne défense. Donc je pense qu'il faut prendre ça en considération, il faut rester effectivement mitigé sur ce sujet-là. Ce que tu veux dire, c'est que le contexte joue énormément. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est que si le Maroc avait tenu la France et si la France s'était qualifiée au pénalty, on aurait été super content pour la France et tout le monde aurait dit mais j'avoue, mais ce Maroc, ils sont trop forts. En fait, ils sont injouables et c'est normal qu'ils aient sorti le Portugal et l'Espagne. Et moi, je vais vous le dire en tant que vrai supporter portugais, quand je vois la France mener en 5 minutes, je me suis dit, mais en fait, nous, on est des clowns. Nous, on est des clowns, on leur donne une histoire, tu vois. Sauf qu'en fait, non, la réalité, c'est que quand on est objectif et qu'on réfléchit à tout ce qui s'est passé, le Maroc a mérité de sortir le Portugal et l'Espagne parce qu'ils ont été meilleurs techniquement, plus intelligents et réalistes, comme l'a été, par exemple, le Portugal en 2016, comme l'a été la France en 2018 sur certains matchs, et la France l'a été de son côté en 2022. Et je pense que c'est ce contexte qui fait ça, mais en tout cas, voilà, on est tous d'accord pour dire que la France était favorite, mais attention, le Maroc n'a pas volé la fame qu'on lui a donnée ces dernières semaines. Très solide, en tout cas, oui, ça c'est sûr, le Maroc mérite. Alors, on vous a lancé des petits sondages sur le chat, et il y a un sondage qui est là depuis tout à l'heure. Êtes-vous satisfait du match de l'équipe de France aujourd'hui? Vous êtes 60% à répondre que oui. Voilà, l'équipe de France, ça veut dire qu'elle vous a convaincu aujourd'hui. Bruce, on t'a demandé, toi, l'équipe de France, tu trouves qu'il y a encore des choses à régler, notamment sur ce côté gauche. Il y aura tout le temps des choses à régler. Il y a aucune équipe qui est parfaite. C'est juste évidemment. Du doigt, quelques petites faiblesses parce qu'il reste un match et voilà, pour pas avoir une mauvaise surprise à ce niveau-là, c'est tout. Non, mais tu entends bien la nuance, bien sûr. On sait que même s'il y a des choses à régler, voilà, on peut être aussi convaincu par une équipe. Zal, aujourd'hui, toi, je sais pas si on a vraiment eu ton avis là-dessus. Est-ce que l'équipe de France t'a convaincu? Parce que tu étais quand même persuadé qu'elle gagnerait ce match. Voilà, tu croyais vraiment à la France, mais est-ce qu'elle t'a séduit? C'est ça la question. Braque, si Giroud met pas cette barre ou s'il rate pas sa frappe dans les cages quasiment vides, un carnage. C'est plus le même match. Franchement, là, Mais c'est pas ma question. Oui, ma question, c'est est-ce que t'as aimé cette équipe de France aujourd'hui? L'entame m'a convaincu. Essaye pas de me dribbler, là. Il essaie de me dribbler, l'autre. Je suis pas un enfant, d'accord? J'ai pas 5 ans. Non, j'ai envie de te répondre oui. J'ai été convaincu parce qu'ils ont su faire le dos rond. Ils m'ont convaincu dans le mal comme dans le bien, quoi, tu vois. Donc, j'ai été convaincu par cette victoire. Je suis assez d'accord avec Aaron par rapport à ça. C'est pas facile surtout quand tu vois la qualité de l'équipe du Maroc. J'ai été convaincu et après ça aurait pu être mieux, mais on va pas cracher sur une qualif. Sur ce qui a été bien fait. Alors, vous avez parlé de Konaté tout à l'heure, vous avez parlé de Griezmann aussi. Il me semble que c'est le moment de faire nos tops et nos flops, messieurs, de mettre en avant les joueurs qui ont bien marché, peut-être même d'élire un MVP dans ce match-là et de citer aussi les flops. Juste avant, je vous l'avais dit en début d'émission, on a un partenaire qui va nous accompagner justement pour ces tops et flops. C'est OneFootball qui est avec nous. OneFootball, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissez cette application. Elle vous permet de suivre un petit peu le foot et de rester au contact de tout ce qui se passe dans les championnats. C'est franchement, pour le coup, honnêtement, au-delà même du côté partenariat, c'est une très belle application parce qu'elle permet de faire plein de choses, d'être toujours dans l'actu. Notamment, il y a une petite rubrique quiz sur l'application en ce moment, sur la Coupe du Monde. Par exemple, Kanto, tiens, je te pose une question. Quel Espagnol, par exemple, a marqué son penalty contre le Maroc? Juste là, comme ça. Un Espagnol qui a marqué son penalty. Je me rappelle même plus. T'en rappelles plus? Je me rappelle plus. Tu te rappelles même plus des tireurs? Non. C'est facile. Aro, tu l'as? Dani Olmo, non?
Non, aucun. Ah bah oui, aucun Espagnol n'a marqué son. Ils ont raté les 3 et 4-4. Ah, c'est vrai. Ah ouais, là t'abuses. C'est vrai, Bounou. En plus, la veille, Livakovic en sort 3 sur 4 et c'est vrai. Ah oui, attends, il y a Busquets qui rate. Il y a Busquets. Voilà. Il y a Busquets qui rate. Attends, aidez-moi pour les autres. Busquets, t'as Solaire qui rate aussi. Ouais, Solaire. Et Carlos le premier, Solaire, c'est un Parisien c'est aussi. Sarabia. C'est Sarabia, c'est ça. Deux Parisiens et Busquets. Sarabia qui tire en premier d'ailleurs. Ouais, Tire en premier, oui. Sarabia, Solaire et bien Busquets. exprès de mettre l'accent de Parisien. Ouais, grave, on l'a reconnu. Non, j'ai pas dit ça pour ça. C'était juste un moyen mémotechnique. Et c'est marrant, le chat a joué aussi. Hein. Le chat intraitable, bien sûr, avait la réponse au bout d'une demi-seconde. Carrément, j'étais en train de me dire, attends, quel penalty il y a eu dans le match. Non, c'était la séance de tir au but. Ouais. Tu ferais bien de te reprendre, Kanto. Et donc, sur OneFootball, voilà, vous avez cette petite partie quiz qui vous permet de jouer, voilà, même parfois de réviser un petit peu comme ce qui est en train de faire le chat. Et donc, cette application, Kanto, on peut la retrouver où ? On peut la retrouver sur iOS, on peut la retrouver sur Android, donc vous avez compris, peu importe la marque de votre téléphone portable, vous pouvez y aller dessus, que ce soit un smartphone, vous pouvez le mettre sur la tablette, voilà, vous avez une multitude d'options pour pouvoir prendre cette appli qui est en plus 100% gratuite, elle est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez suivre l'équipe nationale de votre choix, vous pouvez prendre le Maroc et la France par exemple pour ceux qui supportent ces deux nations, mais vous pouvez également mettre votre club, j'ai mis pour ma part l'Olympique de Marseille tout à l'heure quand j'ai téléchargé l'application, et j'ai vu qu'il y avait notamment certaines news pour être au courant en temps réel de ce qui se passe autour du club. J'ai vu par exemple un article qui provenait d'un site, peu importe la source, et que notamment Amrabat était en discussion avec Pablo Longoria pour l'Olympique de Marseille. Donc, et ça t'a intéressé, voilà, ça. Ça, évidemment que c'est des news qui me plaisent fortement. De qui tu parles là ? De quel joueur ? J'ai fermé derrière. Hein ? De quel joueur ? Amrabat. Oh, mais Du coup, voilà, ça permet de pouvoir suivre. Ouais, ça peut permettre de voir son équipe nationale ou de voir son club. Mais en plus de ça, on peut regarder également des matchs de foot. Il y a la Ligue belge, la Ligue écossaise. Pour ceux qui aiment notamment Amala, qui joue du côté du Standard ou qui ont suivi les exploits de Juranovic avec la Croatie qui joue au Celtic, c'est l'occasion de pouvoir également suivre ces ligues. Tout à fait. Donc voilà, vous avez aussi ce qui est intéressant, c'est Poineau qui nous l'a montré tout à l'heure, une petite option qui vous permet d'avoir les compositions des matchs en 3D. On peut les mettre en réalité virtuelle. Enfin, ça rend vraiment super bien. Vous avez le lien dans le chat pour télécharger l'application OneFootball. Donc vraiment, merci à eux de sponsoriser cette petite séquence top et flop qui commence maintenant et qui commence avec l'ami Brux Pranek. Brux, dis-nous un petit peu. Bah oui, je t'envoie au charbon, je sais. Commence avec quelqu'un du plateau le temps que je réfléchisse. T'es fatigué. T'as pas réfléchi. Oh, t'es fatigué. J'ai un cigare. En plus, il paraît que tu as déjà donné tes tops à Poineau en plus. Je commence. Ouais, les tops, mais flops, j'ai pas réfléchi. Bon, alors écoute, Bruce, je te laisse réfléchir un petit instant. Je reviens vers toi. Zal, il m'a l'air chaud là. Tes tops et tes flops. Je vous en autorise 2 chacun. Donc 2 tops, 2 flops, hein. France ou Maroc, comme vous voulez. C'est dur parce que du coup, il y en a un qui va rester sur le carreau dans les tops. Mais je vais mettre Griezmann en 1. Ouais. Ça, y a pas allez, je vous en donne un 3e. Allez, c'est bon. Allez, je suis gentil. Griezmann, Konaté et Lloris. Griezmann, Konaté, Lloris. Ouais, pour les tops. Ouais. Et les flops, je vais aller dans l'équipe de France. Hein. J'ai envie de mettre Mbappé. Ah, tu mets Mbappé dans les flops ce soir. Okay. Ouais. Il est quand même sur le 2e but. Hein. Ouais, mais... Et il est même sur le premier. Même le premier. Il est sur les 2. Hein. Ouais, c'est pas... Je sais pas, Giroud, Giroud déjà, je trouvais qu'il n'était pas dedans en fait. Il n'était pas vraiment dans son match. Je pense qu'il aurait pu, il lui manquait pas grand chose pour, tu vois, ça s'est joué à rien. Mais non, mais moi Mbappé, je l'ai pas trouvé extraordinaire ce soir. Non, même s'il a le droit de pas l'avoir trouvé. S'il a été dans les buts et tout, c'est aussi la force des grands joueurs, tu vois, d'être là au bon moment. Mais dans son match, dans la globalité, moi je l'ai pas trouvé très bon, honnêtement. C'était un petit peu à l'image de son match contre l'Angleterre. Hein. Contre l'Angleterre aussi, bon là, on va pas se mentir, il a été vraiment cadenassé. Il était beaucoup plus cadenassé. Ouais, il était là, il avait des espaces, il a eu de la profondeur, mais il n'a pas su utiliser ses moments, ses temps forts comme il fallait. Après, c'est vrai qu'il est sur les 2 buts, j'avoue, mais sur les 90 minutes, moi je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'attendais plus de lui. Ouais, il fait pas un grand match, il fait son taf, mais il fait pas un grand match. Quoi. Il a fait son taf. Donc Giroud, Mbappé, c'est ça pour toi? Ouais. Qui d'autre?
Toute la ligne d'attaque, en fait, j'ai envie de te dire. Ok, donc Dembélé, quoi. Ouais, Dembélé. D'accord, la ligne d'attaque pour Ozal. Ok, très bien. Haro, je me tourne vers toi, j'ai l'impression que tu les as, toi, tes top et flop. Ouais, moi, clairement. Et si vous voulez mettre des Marocains, vous pouvez, les gars. J'allais commencer par les flops, mais ouais, j'allais dire, Dembélé, il passe trop sous les radars sur ce match-là, mais tellement qu'on l'oublie nous-mêmes. On oublie de dire qu'en fait, il a été ultra transparent dans ce match. C'est dommage parce que moi, je trouve que depuis ce début de Coupe du Monde, on lui tire quand même beaucoup dessus par rapport à ce qu'il fait. C'est un joueur qui percute, qui apporte de la vitesse dans un jeu qui parfois a du mal à se décanter. Donc, il est quand même bon, mais là, ce soir, c'était trop faible. Effectivement, Giroud, innombrable d'occasions loupées. Je pense vraiment le ballon qui revient là sur le débordement sur le côté, je crois, d'Mbappé, où là, pour moi, ça, c'est 100% but. Un grand attaquant dans un grand moment, il peut pas louper ça. Après, heureusement pour la France, c'est pas décisif. Donc, ouais, Giroud qui était à côté, qui en plus, je crois, au bout de la 25-30e, commence un petit peu à tirer la langue. Je sais pas ce qui lui est arrivé après son poteau. Je crois que je le voyais un peu faire des gestes en mode il est blessé, etc. J'ai l'impression qu'il essayait un peu de se cacher derrière ça. Je sais pas trop. En tout cas, si c'est pas le cas, j'espère qu'il va se rétablir. Mais vraiment en dessous ce soir. Et pour les tops, incontestablement, là aussi, pour moi, il y a un joueur, et quand on le disait tout à l'heure, quoi qu'on pense de lui, mais Lloris, dans les grands moments, est un grand gardien. Et je vous le dis parce que les comparatifs qu'on peut faire, mais vraiment, il faut prendre Lloris et le poser à côté de tous les gardiens des grandes nations cette année. Attention, ce garçon est très très bon. Diogo Costa à côté est vraiment son fils. De l'autre côté, Unai Simon. Surtout sur ce mondial, Diogo Costa, il est pas loin de faire partie des 3 plus mauvais gardiens. Il est pas loin. Il est pas loin de faire un truc qu'on n'avait pas vu depuis 2012 dans les compiles YouTube là, quand il pose la balle face au gars et qui se cache derrière. Enfin, je veux dire, ça, tu le vois arriver en D2 islandaise ou des vidéo gag, le truc. C'est dur. Donc vraiment, Lloris, je pose un point sur lui pour les tops. Et puis effectivement, Griezmann qui est absolument extraordinaire. Et je vais me permettre de mettre un autre flop qui n'est ni au Maroc ni en équipe de France. Vous l'avez peut-être deviné, je l'ai vu passer dans le chat, mais l'arbitre. L'arbitre, c'est trop. L'arbitre, pour moi, il a changé. L'arbitre, c'est trop. Désolé, les gars. J'ai pris la voie PMU parce que là, tout le match, je me suis dit, mais en fait, des deux côtés, ça n'avait aucun sens, vraiment. Et donc voilà, bon, moi, je le mets dans les flops parce qu'il a eu une incidence sur ce match. Et après, s'il faut se tourner côté marocain, pour moi, le côté droit du Maroc, je mets Hakimi, Ziyech et Unai. Ils ont été très, très bons. Et dans les flops, je mets Amrabat, côté marocain. Beaucoup plus actif. Il a été très bon pourtant. Moi, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Je l'ai trouvé beaucoup mieux contre le Portugal et l'Espagne, beaucoup plus impactant, surtout défensivement. Et là, je l'ai trouvé un peu largué. En fait, c'est juste que ça m'a surpris de le voir un peu passer trop facilement. Je vois, il prend un petit pont contre Mbappé, contrôle orienté dans la surface. Il est à la rue, on a l'impression qu'il n'ose pas toucher Kylian. Juste pour ça, je le mets en dessous. Même si, côté marocain, il n'y a pas beaucoup de flops, ils ont fait avec leurs armes. Ok. Non, après, chacun a le droit d'avoir son avis, les gars, dans l'émission. Et c'est aussi le cas pour Haro. Alors, Kanto, Bruce, je te garde pour la fin, comme ça, voilà. Moi, je les ai, mais vas-y, tu refais Kanto. J'enchaîne avec Kanto parce que j'ai l'impression qu'il veut répondre à Haro, là, du coup. Et alors, attention, je vous le dis, les gars, sur les tops et flops, la position de vos joueurs est importante parce que je sais que vous allez avoir très souvent les mêmes, surtout pour l'équipe de France. Donc, n'hésitez pas à hiérarchiser vos tops et flops. Vas-y, Kanto. Là, Haro, il va découvrir ce que c'est de dire du mal de Amrabat sur le chat. Il va découvrir, là il est en train de se faire assommer partout. Alors je vais commencer par les tops. Je suis complètement d'accord avec les tops qu'a donné Zal. Premièrement, Hugo Lloris, un taulier. C'est un gardien qui n'a jamais été trop contesté, mais n'a jamais été non plus mis en avant, adulé comme c'était un grand gardien. Il n'a pas l'aura d'un Fabien Barthez ou d'autres gardiens, d'Emmanuel Neuer, tu vois, des mecs comme ça, Iker Casillas, Gianluigi Buffon. Ça a été des gardiens qui ont marqué l'histoire. Et finalement, quand on parle d'Hugo Lloris, on a l'impression que ce mec-là, il va laisser tout le monde indifférent, comme c'était un gardien moyen, alors que c'est un super gardien de but. Konaté parce que ça a été un patron, le tacle salvateur devant les cages, les multiples interventions rugueuses, il fait pas faute, il est intelligent. Et moi, ce qui me rassure avec Konaté, c'est que Konaté, quand il intervient fort sur quelqu'un, je me dis pas comme à chaque fois quand c'est Upamecano, attention, tu peux faire une connerie, tu vois. Konaté, j'ai l'impression qu'il y a ce côté sûr en plus. Et enfin, Antoine Griezmann, c'est le mec dans le match, il a joué 10, il a joué 8, il a joué 6, il a joué défenseur central, il a joué absolument partout, il a été bon partout en fait, à la récupération, à la relance. Incroyable. Dans la manière de remonter le ballon sur le terrain, il a été très très bon. Dans les flops, côté français, j'étais en train de réfléchir les flops naturels. Koundé qui n'a pas fait un mauvais match, donc je ne vais pas le mettre dans les flops. Il n'est pas brillant sur toutes ses interventions, mais il y a un sauvetage sur la ligne, il y a quand même beaucoup de moments galères dans la surface. Fofana qui aurait pu être un flop naturel que les gens veulent mettre en avant, mais Fofana fait pas un mauvais match non plus, donc je ne vais pas le mettre dans les flops. On va en parler après de Fofana. Ouais, on peut en parler. Olivier Giroud peut-être, oui, dans mes flops.
dans la mesure où Olivier Giroud a des occasions qui sont quand même assez importantes. Et voilà. Après, les deux. Ces deux occasions, il les joue pas mal, moi je trouve. Non, il a pas de chance. Non, le poteau, il est excentré, mais en fait, c'est au-delà de ça. Il est pas évidente. Il y a des occasions ratées, mais il y a surtout beaucoup de pertes de balles. Ouais, c'est ça. Quand il est dos au but, où il y a eu peut-être des erreurs inhabituelles du côté d'Olivier Giroud. Ça n'a pas été le seul. Hein. On s'attend tellement à avoir du bon de la part d'Olivier Giroud que finalement, les rares fois où Olivier Giroud perd quelques ballons, on est un peu surpris. Ensuite, je mettrais Neziri, qui a été fantomatique. Nesri, ouais. Malheureusement. Heureusement, courir, c'est bon pour la santé. Donc ce soir, il n'aura pas tout perdu sur ce match-là. Mais bon, après, il a été particulièrement sevré de ballon, mais c'est vrai que inexistant. Après ne soyons pas durs avec la Coupe du Monde d'Enesri, parce que le mec, je veux pas être dur. Moi, je parle sur ce match-là. Il a été très précieux sur ce match. Hein, je crois qu'il a touché 3 ou 4 ballons. Ouais, c'est pour ça. Justement, un joueur qui touche 3 ou 4 ballons, je pense qu'on peut pas le mettre dans les joueurs indifférents, donc forcément, ça sera un flop. Et je parle pas sur sa Coupe du Monde, je parle uniquement sur oui, non, on est d'accord. Dans les tops, j'ai oublié de mettre Chedira parce que le carton rouge qu'il prend au match d'avant, ça m'a permis de pas le revoir ce soir. Et enfin, pour terminer, alors je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, mais pour terminer, je vais mettre Eliamik. Eliamik qui fait un bon match. Défensivement, il fait un bon match à l'aide de sa retournée, notamment. Mais Eliamik qui, malheureusement, se jette sur cette intervention d'Antoine Griezmann dès le début du match. Et ça a permis à la France, en fait, de mener au score rapidement. Et ça c'est venu complètement perturber les plans de Regragui. Donc, même si Eliamik, dans l'ensemble, fait un bon match, cette seule intervention ratée au bout de 6 minutes fait que, pour moi, ça a été trop impactant pour la suite du match pour que je le laisse de côté. Voilà. Mais ce qui me tue, c'est comment il arrive à rester sérieux après avoir ressenti un truc comme ça. C'est ça qui me termine. Le bâtard, quoi. Ok. Merci, Kanto. Bruce, c'est toi qui conclus les tops et flops, du coup. Et comme promis, après, il faudra qu'on parle du match de Fofana parce que c'était vraiment un sur lequel, pardon, je perds mon français, les projecteurs étaient braqués. Bruce, tes tops et flops. En 1, Griezmann, meilleur joueur français de la Coupe du Monde. Et une fois de plus, il a été ultra précieux, que ce soit à la récup, l'intelligence de jeu, même si la France a eu du mal à mettre le pied sur le ballon. C'est quand même un joueur qui sait toujours se rendre utile pour son équipe et il l'a très bien fait en récupérant énormément de ballons, toujours au bon endroit, au bon moment. Donc Grisou, énorme, un patron dans ce mondial. En deux, je vais mettre Lloris, comme vous l'avez dit, mais on a souvent des grands gardiens français qui sont très bons avec leur nation, notamment l'équipe de France. On pense à Fabien Barthez qui faisait souvent le boulot, parfois peut-être un peu moins en club à certains moments. Et c'est un peu pareil pour Lloris, qui est peut-être pas le meilleur gardien de club, même si c'est un très bon goal. En tout cas, avec l'équipe de France, c'est très souvent très très fort. Et c'est vrai que là, il nous sort encore les arrêts au bon moment, donc tu as besoin d'un gros goal et il fait toujours le boulot avec l'équipe de France. Et en 3, je vais mettre Konaté, qui est pour moi le patron. On l'avait déjà vu contre la Tunisie quand ça avait fait tourner, etc. C'était l'un des rares à surnager et à tenir la baraque derrière. Pour moi, ce mec-là, il a ce truc des grands joueurs. En tout cas, il est fait pour jouer des grands matchs. J'ai l'impression que ce mec-là, la pression, elle coule sur lui. Et quand son équipe sombre, lui, en tout cas, il sombre pas. Donc je suis assez fan de ce que fait Konaté à chaque fois. Bruce, on le disait, là, ce soir, c'était un Konaté mode Liverpool. Hein, vraiment, c'était le gros Konaté qu'on a vu avec Liverpool. Il aime les gros matchs. Il est fait pour ça, ce mec-là. Il est fait pour ça. Et c'est tellement propre à chaque fois, ses interventions, ses tacles. Tu sais, tu trembles pas avec lui, quoi. Même quand il jette ou quoi dans la surface, ou des fois, c'est un peu tendu. Parce que si tu fais une connerie, c'est péno instant. Et je trouve que voilà. Et après, oui, là, je peux pas le rajouter, ce que j'ai dit mes 3. Mais c'est vrai que les 2 entrants, notamment Thuram, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Colomboigny, c'est bien aussi. Mine de rien. Il a son petit but, Ouais, mais Thuram aussi a fait une vraie bonne entrée, je trouve. C'est dingue, Colomboigny. Buteur en demi-finale de Coupe du Monde, mine de rien. Ouais. Tu l'as cru, c'est beau. Ça a de la gueule. C'est beau. Et du coup, flop, si on reste côté français, c'est vrai que Dembélé, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais ça fait quelques matchs que c'est comme ça. Alors peut-être qu'il en garde sous le pied pour la finale, on espère. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je le trouve moins tranchant. Je trouve qu'il avait bien commencé la Coupe du Monde. Après, circonstances atteignantes, il aide beaucoup. Il aide beaucoup son côté au niveau du repli défensif. Et je pense qu'il laisse aussi de l'influx. Et il a peut-être pas le coffre, même s'il le fait bien, en tout cas défensivement, pour être aussi précieux devant et faire autant de différence. Donc, c'est pour ça que je veux pas trop le blâmer. Mais en tout cas, offensivement, c'est vrai que c'est moins tranchant, on va dire. Et après, en autre flop, Fofana aussi, j'ai envie de mettre. C'est un joueur que j'aime bien, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour lui.
Voilà, je pense qu'on l'a vu avec Rabiot, par exemple, où c'est le jour et la nuit, tu vois. Ça change complètement le milieu de terrain. Donc voilà, il est peut-être pas complètement prêt, mais c'est pas le seul. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, on verra dans les années à venir. Et après, alors, c'est dur de le mettre en flop. Il y a l'arbitre où je suis d'accord, mais sur ça, il laisse beaucoup jouer dans cette Coupe du Monde. Du coup, c'est pas que ça m'a pas surpris ou saoulé, mais on a un peu l'habitude. Il y a des matchs, il laisse jouer de ouf. J'ai l'impression que c'est des consignes aussi. Et après, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour la première fois, et pourtant il fait une très bonne Coupe du Monde, Regragui, je trouve que sa compo de base, en sachant que tu avais Aguerd et Saïs qui étaient diminués et potentiellement tu étais au courant que c'était pas fou et que ça allait peut-être faire forfait ce que tu veux, proposer une défense à 3. Et on est obligé de dire que pour le Maroc, en tout cas, dès qu'ils sont repassés à leur compo classique, ça a été bien mieux pour eux. Donc je pense que les choix de départ, il y a eu une petite erreur. Et ça leur a fait du mal parce que la France a su capitaliser dès le début en ouvrant le score. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu certains manques de repères dans ce dispositif-là et avec des défenseurs diminués centraux aligner 3 centraux, je trouve ça un peu bizarre. Donc je ne sais pas s'il fallait tenter ça. Voilà mon avis. Et c'est pour ça que je vous demandais. Super sélectionneur pendant le mondial, il n'y a rien à dire. C'est très fort ce qu'il a fait. Après, voilà, c'est pour ça que je me permets de pointer du doigt là, en sachant que tu as des défenseurs centraux diminués en aligné 3. Je sais pas, je trouve ça un peu risqué. Et voilà, en sachant qu'en plus, avec le recul, quand tu les vois avec leur dispositif par la suite, je trouve qu'ils ont été mieux. Donc, obligé de se rendre compte que c'était peut-être pas un choix payant finalement. Puis ils prennent un but direct surtout. Donc Zal qui oublie pas, qui le rappelle. Juste, c'est pour ça aussi que je vous avais posé la question. Parce que la conférence de presse de Regragui, elle était quand même assez importante. Parce que dedans, il y avait quand même pas mal de messages qui étaient donnés directement ou indirectement. Et c'est pour ça que je vous avais demandé si c'était de l'intox ou si c'était véritablement de l'info. Ou alors s'il tentait des coups tactiques avant même que le match ait commencé. Et on s'est bien rendu compte que oui, son équipe quand même, elle avait pris des coups. On a bien vu que cette équipe-là, contre l'équipe de France aujourd'hui, c'était pas le même niveau physique, c'était pas la même forme physique que contre l'Espagne ou le Portugal. Kanto, tu voulais ajouter quelque chose? Juste pour parler un petit peu de Regragui, pour le défendre, sur le principe, il y a cette composition tactique. Premièrement, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a cette composition tactique pour venir un petit peu bouger l'équipe de France et essayer d'exploiter sur les points faibles. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine obligation de mettre une composition à 5 def, dans la mesure où, j'en ai parlé avec Pono juste avant, si ton capitaine qui est Saïs vient te voir avant la rencontre, toi sélectionneur, et qui vient te dire « Coach, je suis prêt, j'ai pas mal, je veux jouer », et qu'à côté de ça, tu as Naïef Aguerd qui revient tout juste de blessure ou tu as quelques incertitudes dessus. Est-ce que toi, en tant que coach, en tant que sélectionneur, tu dois faire confiance en tes joueurs qui te disent « Je suis prêt », et du coup, tu joues à 5 parce que tu veux quand même mettre Eliami, qui est un joueur qui, sur le papier, n'est pas blessé? Ou est-ce que tu dois faire aveuglément confiance à ces joueurs-là et partir sur une défense à 4 avec tes deux axiaux qui, au bout de 5 minutes de jeu, peuvent sortir? Ou est-ce que, tout simplement, tu dois prendre toi tes décisions? Ok, vous êtes prêts, mais vous avez été blessé au dernier match et je vous mets pas. En fait, c'est ça la situation qui est compliquée pour Regragui. Et c'est pour ça que Bruce, je suis à la fois d'accord avec lui et à la fois, je peux le trouver un petit peu dur avec le choix de Regragui, parce qu'on n'est pas dans ce discours de vestiaire-là où on ne sait pas ce qui s'est passé. Si Saïs et Aguerd et le staff médical viennent dire à Regragui, écoute, les joueurs sont prêts, mais ils vont peut-être avoir une petite gêne. Lui, il est peut-être en train de se dire, bon, est-ce que je dois jouer à 4 avec mes deux qui vont sortir? Est-ce que je dois jouer à 5 pour mettre Eliami qui n'est pas blessé à côté et qui peut compenser? Est-ce que je dois quand même les mettre? Est-ce que je dois pas les mettre? Il y a beaucoup de questions autour de ce secteur défensif pour Regragui. Et je trouve que c'est une situation qui est franchement pas évidente. Et il a essayé de faire au mieux. Et le mieux, c'était quoi? C'était de bétonner. Mais ils ont été en place avec leur système de base. Ils n'ont pas pris un but du mondial en concédant très peu d'occasions à part le CSC. Mais pourquoi changer peut-être ce système alors que même les remplaçants, quand ça remplaçait Aguerd ou Saïs, on disait que tu as l'impression que tu peux changer même des joueurs importants. Les mecs, ils se mettent dans le moule et ils faisaient le taf. Il y avait un équilibre. On l'a vu contre le Portugal avec Eliami et Atiatala qui étaient remplaçants et qui sont rentrés, qui ont été très bons. Et là, je les ai trouvés un peu désorientés, moins de repères. Et c'est normal parce que c'est un dispositif, tu as moins l'habitude de jouer. Et en plus, en sachant que tu as des centraux diminués. C'est pour ça que je me suis posé la question après. Et encore une fois, dès qu'ils sont passés à leur système classique, je les ai trouvés mieux tout de suite. Mais je suis d'accord avec toi, c'est incontestable. C'est incontestable qu'avec ce système A4, ils ont été meilleurs.
mais le coach a dû faire avec la volonté de ses joueurs, avec la volonté de son capitaine. Et lui, peut-être qu'il s'est retrouvé dans une situation où il ne savait pas trop comment faire et que dans le doute, dans l'incertitude, la meilleure solution, c'était de se dire, bon, écoute, on va bétonner un peu derrière, on va jouer à 5, un peu reculé. Et puis après, on verra. Si mes joueurs arrivent à tenir le coup, on fera évoluer le système de jeu en fonction du match. Et si mes joueurs ne tiennent pas le coup, eh ben dans ce cas-là, je peux faire mes changements, mais au moins, je n'ai pas pris de but. La malchance de Regragui, c'est qu'il fait ça peut-être une compo un peu test pour voir ce qui va se passer et pour voir l'état physique de ces joueurs-là. Et le problème, c'est qu'ils prennent un but au bout de 6 minutes et qu'au bout de 6 minutes, ils se retrouvent avec des mecs qui sont pétés, mais en plus avec un but de retard. Et là, il est complètement dos au mur. Mais surtout qu'il y a un truc, je pense qu'il faut aussi jamais oublier de rappeler vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de Regragui, c'est que les mecs, en fait, ils ont repoussé leurs limites sur cette Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le Maroc et même au-delà de ça, une équipe africaine arriver à ce stade de la compétition. Je pense pas que Regragui ait autant d'expérience que d'autres sélectionneurs qui sont là en place depuis un nombre d'années, qui ont déjà joué aussi des compétitions importantes, des compétitions internationales. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas simple en fait de savoir faire les choix. Un Deschamps, je pense que tu lui mets cette situation-là. En plus, Regragui, il n'a pas les ressources de Deschamps. Regragui, il n'a pas un vivier de joueurs, je pense, qui est aussi étincelant que celui de Deschamps. Donc je pense que tout ça, faut le prendre en compte aussi. Et il faut juste féliciter les Marocains. C'était pas facile. Ils ont essayé, ils ont tenté un coup. Je sais que vous n'êtes pas sévère. Hein. Je sais que même Bruce ou quoi, on n'est pas sévère avec eux. Ah non, mais c'est vrai que oui, voilà. Pour dire que. Il y a un moment donné, tu as repoussé tes limites. Tu es allé au-delà de ce que tu n'as jamais imaginé. Quoi. Un petit élément, juste pour discuter avec le chat et pour vous répondre, en tout cas vous donner mon avis là-dessus, c'est que dans le chat, je vois des avis que je trouve totalement vrais et qui sont vrais pour la plupart des équipes, mais qui ne sont pas forcément adaptables pour le Maroc. Vous me dites, bon, le coach, il doit faire des choix. Oui, le coach, le sélectionneur doit faire des choix. Si Saïs et Aguerd sont blessés, il ne doit pas les mettre, c'est à lui de faire ses choix. Je suis d'accord avec vous. Sauf que cette équipe marocaine, c'est une équipe qui, à mon sens, n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une équipe de stars. C'est une équipe, j'ai envie de dire, presque familiale, en fait. Une équipe où tu as l'impression que c'est une famille, un groupe où tout le monde va tirer dans le même sens. Et c'est une équipe où, en fait, tu ne gères pas ce collectif marocain comme tu vas gérer le collectif allemand, tu gères à l'émotion, à l'affect. Comme tu vas le gérer un collectif français où tu as un mec du Bayern, de Chelsea, de Manchester, de Sidomi, où en fait c'est un ensemble de stars pour essayer de faire un collectif. Du côté du Maroc, j'ai l'impression qu'il y a moins ce côté star, il y a plus ce côté familial où tu vas jouer avec l'affect. Écoute, toi tu vas mourir pour moi sur le terrain et moi je vais mourir pour toi si tu veux, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, c'est pour ça que c'est dur de mettre quelqu'un comme Saïs sur le banc. Si le mec vient te dire, écoute, mon coach, j'ai envie de jouer dans une équipe où il y a un côté émotionnel, affectif, familial comme ça, pour moi, le Maroc, tu le gères pas comme si tu gères d'autres nations. Parce qu'il y a une mentalité différente. Moi, j'ai senti des Marocains et ils l'ont fait avec des joueurs qui jouent pas tout le temps dans le club. Le tort, il est sur les joueurs, alors, Kanto. Hein ? Le tort, alors, du coup, il est sur les joueurs. Puisque là, si tu te sens pas capable, tu vois, d'être dans un bon état de forme, tu sais que si tu es diminué de ouf, tu vas desservir ton équipe. Vaut mieux un mec un peu moins fort peut-être, mais qui a 100% de ses capacités, surtout face à l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être. Quoi qu'il arrive, je sais pas qui a ses torts, qui a machin, mais ouais, vaut mieux en tout cas mettre des mecs qui sont à 100%, quoi. En tout cas, ça, il n'y a pas photo. Mais est-ce qu'ils les avaient vraiment, ces mecs, à 100% ? Non, mais là, ils étaient diminués, les Marocains. Si, ils pouvaient aligner deux défenseurs centraux qui étaient à 100%, même si c'est pas ta charnière titulaire à la base, quoi. Le problème, il est là. Si t'as pas le choix. Ouais, mais après, tu es obligé de tenter, en fait. Ouais, mais le problème, Zal, il est là. C'est qu'en fait, ta charnière, c'est une excellente charnière. Saïs, Aguerd. Le souci, c'est que tu n'as pas l'équivalent. Tu vois, imagine. Je pense qu'il s'est dit ça. Il s'est dit, vaut mieux que je les prenne même à 50% chacun que prendre les deux remplaçants à 100%. En fait, il a pris un risque. 4 fois moins fort, en fait. Il a voulu prendre un risque. Le problème, c'est que t'es pas dans une situation où aujourd'hui ta charnière c'est Aguerd, Saïs, et derrière t'as des Konaté, t'as des Saliba comme nous on l'a avec l'équipe de France, tu vois. Donc forcément lui il se dit bon les mecs, on est en demi-finale de Coupe du Monde, on n'aurait jamais rêvé d'arriver là, on y est, maintenant faut tenter, comme tu le dis. Et il a tenté le coup. Malheureusement, on l'a vu dès le début du match, ça a pas marché. C'est le jeu. Tu joues avec ce que tu as, tu joues avec tes armes et ils prennent le risque. Parce que, à mon avis, du côté français, tu n'aurais peut-être pas pris ce risque. Côté français, tu te serais dit, bon, c'est bon, j'ai Saliba, j'ai Konaté, je remplace. Tu vois. Je pense qu'il doit regretter quand même ce changement tactique de défense à 5, puisque la preuve, ça a tout de suite pris l'eau. On a marqué quoi ? 4 minutes, 5 minutes 6, non ? 4 ou 5, non ? 5,40, ça faisait 6e minute. Ouais, c'était la 6e minute, quoi.
Aro, je veux t'entendre aussi là-dessus. Toi, t'en penses quoi de tout ça, toi? Non, bah c'est vrai que c'est assez particulier. Moi, je suis d'accord que on gère pas. Enfin, c'est très différent de gérer. En fait, il y a plein de façons de gérer une équipe. Et moi, je vais faire un parallèle du coup. Je veux pas tout ramener à ça, mais effectivement, j'en parlais récemment ailleurs. C'est par exemple, on ne gère pas Ronaldo et on ne gère pas le Portugal comme on peut gérer une autre nation parce que les problématiques sont différentes. Nous, déjà, on n'est pas dans le vestiaire du Maroc. Et effectivement, Kanto a donné des arguments extrêmement intéressants sur on ne sait pas ce que dit le capitaine à son entraîneur et on sait très bien. Et pour ceux qui ont fait du foot, même à un niveau beaucoup plus bas, vous avez cette discussion à un moment donné où on vous demande tu te sens capable de jouer ou tu te sens pas capable de jouer. Tu vois, au bout d'un moment, effectivement, et comme Bruce l'a aussi très bien dit, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas qui a dit quoi, qui a pris la responsabilité de dire ben moi j'en suis capable, mais de toute façon, il fallait bien se rendre compte que le Maroc, ils ont joué 120 minutes contre l'Espagne, ils ont passé 90 minutes très compliquées où là pour le coup, ils avaient pas du tout la possession contre le Portugal et où ils ont très bien défendu, mais ça a coûté cher en ressources pour ces Marocains. Donc au bout d'un moment, effectivement, ils allaient être restreints en termes d'endurance et en termes de capacité physique. Et donc là, effectivement, il y a ce contexte, encore une fois, parce que pour moi, c'est toujours ça qui vient un petit peu faire tout varier, c'est comment est l'équipe du Maroc, qui la constitue, qui est capable de prendre quelle responsabilité. Et effectivement, en parallèle avec le Portugal, quand on demande à Ronaldo, est-ce que tu as envie de jouer, est-ce que tu te sens de jouer malgré la sphère médiatique qui se pose autour de toi, et c'est à lui de donner une réponse et parfois, ça peut influer en mal ou en bien. Donc mon avis, c'est que les Marocains, on n'est pas dans... Vas-y, Aro, je sais pas ce qui leur arrive à Bruce et Kanto. Vas-y, Aro, vas-y. Mon avis, t'inquiète pas, moi je t'écoute. T'inquiète. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Combien de grammes, mais... J'avoue, moi j'ai pas suivi. J'ai pas suivi non plus, mais bref. En train de le perdre. Mais tout ça pour dire, que le point principal autour de ça, c'est qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé dans ce vestiaire. Et moi, je pense que Regragui, effectivement, il est critiquable sur le choix tactique, mais qu'il fallait prendre une décision. Et pour moi, très honnêtement, c'est peut-être une bonne idée d'avoir dit, on peut pas jouer contre l'Espagne et contre le Portugal de la même façon contre la France, parce qu'en fait, ça paraît évident que la France est 2 grades au-dessus et attaque bien différemment. Elle est beaucoup plus à l'aise à la possession. Elle est aussi très polyvalente en contre-attaque. Et pour moi, le Maroc, en ce sens-là, a fait un bon choix. Après, malheureusement, effectivement, ça n'a pas payé. Mais moi, je reste sur ma position qui est que si le Maroc ne prend pas un but en 6 minutes, peut-être que le scénario est différent et qu'on aurait crié au génie pour Regragui. Évidemment. Pardon, Aro, mais dans le chat, c'est des génies. Ah, ben non, mais c'est le chat. Ils m'ont taillé. J'ai vu qu'il y en a un qui demandait si t'étais président de l'UMP. Ah ouais, j'en ai vu. Ils ont dit, lui, il ramène tout au Portugal. Du coup, je me voyais dans des phases. J'ai essayé de pas craquer, mais j'ai rigolé. Bon, non mais alors, si Aro parle beaucoup du Portugal, c'est normal, hein, parce que tu es d'origine portugaise. Hein, oui, c'est ça. Voilà, c'est logique, c'est normal, les mecs. Alors, messieurs, revenons maintenant sur l'équipe de France. On a quand même pas mal parlé du Maroc, et je voulais donc qu'on s'appuie sur certains joueurs. Déjà, Bruce, avant de parler de Fofana, parce que je sais que tu aimes beaucoup ce joueur, je voulais qu'on parle de Konaté. Et question forcément qui tombe sur la table, c'est une évidence. Est-ce que Konaté doit jouer la finale de la Coupe du Monde? Est-ce que là, avec le match qu'il fait aujourd'hui, est-ce que ça doit mettre le doute dans l'esprit de Deschamps? Qu'est-ce que t'en penses, Bruce? Il y a le doute. Depuis le début... Sachant que le chat veut voir Varane Konaté. Excuse-moi, Bruce. Hein. Vas-y. Moi, au début, je vous l'avais dit, tu vois, j'aurais surfé en début de Coupe du Monde sur la forme de Konaté ou Upamecano. Au final, Varane, il tient son rang tranquille. Donc voilà, moi, Konaté, j'adore. Upamecano, c'est très bien dans la relance. Après, défensivement parlant, je trouve que Konaté dégage plus de sérénité. Donc voilà, moi je suis assez partagé, mais j'ai envie de te dire que Konaté, je trouve que défensivement, parlant, c'est peut-être un peu au-dessus. Moi, il m'impressionne plus. Je sais pas, il y a très peu d'erreurs, etc. Donc moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il peut faire une énorme carrière. En tout cas, c'est incroyable avec le gabarit qu'il a. Il se fait très peu prendre, je trouve, de vitesse ou à défaut, même contre des plus petits gabarits. Tu vois, il défend avec intelligence, il prend beaucoup de place. Et il sort au bon moment, il jaillit au bon moment, il fait le geste juste. Donc moi, j'avoue que je suis bluffé parce que pour le moment, que ce soit avec Liverpool en Ligue des Champions ou là, on le voit avec la France en Coupe du Monde, dans les gros matchs à pression, et c'est là pour moi que tu vois les plus grands joueurs. Je le vois jamais se trouer, ce mec-là. Il m'impressionne tout le temps dans ce genre de match. Donc sincèrement, j'aurais tendance à te dire que oui, Konaté, pour moi... je miserais bien dessus. Oui, on sent en tout cas, à chaque fois qu'on voit Konaté, c'est naturel et instinctif. Il dégage un sentiment de puissance, une sensation, un sentiment de maîtrise en tout cas. On a l'impression qu'il sait ce qu'il fait et qu'il le fait à chaque fois très proprement. Ce qui va être un petit peu moins le cas avec Upamecano qui a une très bonne relance, on l'a beaucoup dit, mais qui va peut-être donner un côté un petit peu plus brouillon, tu vois. Pour moi, un peu plus naïf. Ouais, un peu plus naïf, un peu plus brouillon. Ouais, Zal. Ouais, alors pour moi déjà, d'ailleurs, il a parfois des
des absences. Il est très très bon derrière. Mais là, c'est vrai qu'avec le match de ce soir, Konaté a marqué beaucoup de points. Et il faut pas oublier... Mais est-ce qu'il a marqué assez de points pour justement passer devant Upamecano ? Dayo, merci pour tout. Non, mais tu rigoles, mais c'est presque ça. Deschamps, ça peut tourner en 2 secondes. Ah oui, là, il a pas 50 matchs. Ça peut. J'ai pas dit que c'est Varane, tu peux pas lui dire, mec, tu vois, j'ai envie de te sortir. Varane, c'est mort, il bougera pas. Non, jamais de la vie. Il va mourir, Deschamps mourra avec ses idées. Ça, c'est sûr et certain. Mais Dayo, il va pas se gêner de lui dire, mec... Ouais, mais ta petite grippe t'a coûté cher. Attention à sa décharge. Il y a un truc que Upamecano fait une bonne Coupe du Monde. C'est ça le truc. Mais il a des absences. Par moment, il a des absences. Oui, mais là, il est bon. Il était plutôt bon quand même. C'est pour ça que le débat est quand même. Je te parle pas contre l'Angleterre. Je te parle dans cette Coupe du Monde, il a des petites absences quand même. Ouais, bon après. Il a été fantastique, comme le dit Zal, mais contre l'Angleterre, dans le dernier match qu'il a disputé, dans un match charnière de Coupe du Monde, il a pas été bon. D'accord, donc alors de toute façon tu vas... Kane lui a fait un peu mal par moment. Voilà. Et je voudrais rajouter un autre truc, Konaté, faut pas oublier que dans le naufrage du match de le troisième match de poule, c'est le seul mec qui a été bon. Ah bah ça a été le meilleur, c'était clairement l'homme du match. Donc déjà il a prouvé à ce match-là alors qu'on était tous nuls. Là ce soir c'est une demi-finale et franchement il fallait être costaud ce soir. Et franchement il a montré, tu sais quoi, il me fait penser il me fait penser un peu à De Sailly, tu sais, la force tranquille, serein, jamais inquiet. Son visage, il dégage jamais d'inquiétude, de doute. Il n'y a jamais ça chez lui. Je sais pas si, il est sûr. Ouais, je sais pas. Moi, franchement, je pense que Dayo, il a des soucis à se faire. D'accord. Toi, tu penses que Upamecano peut sauter. Je me tourne vers Kanto. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce qu'il doit passer devant Konaté ? Alors déjà, j'en pense que en général, Deschamps pour faire bouger ses hommes, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Il a fait bouger Pavard et j'ai déjà été énormément surpris. Donc une deuxième fois dans ce mondial, à voir. Mais en tout cas, quand on voit des performances comme ça du côté de Konaté, c'est vrai que c'est ultra compliqué de se dire que ce mec-là va être remplaçant en finale. La différence entre Konaté et Dayot Upamecano, c'est que Konaté, il y a cet impact physique, il y a un jeu aérien déjà dans lequel il est meilleur qu'Upamecano. Et ensuite, dans ses interventions, on a l'impression qu'il est plus propre à chaque fois. Fiable, à l'expérience, plus fiable, plus propre. Là où Upamecano, quand il y a un crochet, à chaque fois, tu dis, tu vois, tu serres un peu les dents, tu te demandes s'il va pas faire une petite faute, une petite boulette. Upamecano a été fantastique depuis le début de la Coupe du Monde. Et on en avait parlé juste avant le mondial, quand on parlait un peu de ses profils défensifs. J'avais dit que Upamecano était un défenseur merveilleux, mais qu'Upamecano sur un match était capable de complètement passer à côté. Et une fois qu'il est sorti de son match, d'enchaîner boulette après boulette. Et c'est un petit peu ce Dayot Upamecano que j'ai eu l'impression de voir contre l'Angleterre, sans conséquence. Heureusement, mais dans ce duel face à Harry Kane, il a été pris plusieurs fois par les feintes de corps, par Harry Kane qui s'appuyait un petit peu sur lui. Et à chaque fois, je me suis dit attention parce que Upamecano, il est un peu sur un fil, tu vois. Et c'est la sensation où, en fait, avec Konaté, j'ai pas encore eu ce moment-là. Alors peut-être que je connais. On l'a quasiment jamais eu, même avec Liverpool. C'est ça. Mais peut-être que c'est parce que je connais moins Konaté. Et Konaté a des défauts aussi, mais je les ai pas encore vus. Alors qu'Upamecano, par exemple, moi je regarde énormément la Bundesliga et surtout le Bayern Munich, donc c'est un joueur que je connais très très bien. Mais aujourd'hui, quand je vois les performances de Konaté, qui est très bon, qui est très très propre, face à un Upamecano qui, lors de son dernier match face à l'Angleterre, s'est fait un petit peu malmené par Harry Kane, je me dis qu'en finale de Coupe du Monde, avec la pression que ça engendre et avec un joueur comme Léo Messi, qui aujourd'hui est venu malmener Guardiola, est-ce que du côté de Deschamps, tu as envie de mettre un Upamecano qui fait bousculer, qui peut te pousser à la faute, ou Alvarez également, tu fais bien de le souligner. Mais est-ce que tu vas préférer un Upamecano qui sort d'un match où il s'est déjà fait bousculer, ou est-ce que tu vas mettre un Konaté qui sort d'un match où il a été quasiment impérial Et des matchs où il a été quasiment impérial, je crois que de mon côté, il y aurait cette petite préférence pour Konaté. Varane, je pense que c'est indiscutable, il ne bougera pas. Donc, il n'y aura pas de discussion Varane ou Upamecano. Mais aujourd'hui, il y a un vrai casse-tête pour Deschamps. Parce que Deschamps fait confiance à Upamecano depuis le début. Mais je crois qu'aujourd'hui, le bon choix, c'est peut-être d'avoir Konaté. Oui, on a la sensation, en tout cas, que Konaté doit être le deuxième à côté de Varane. Et c'est vrai que aujourd'hui, il marque des points. Et puis, tu as eu raison, Zal, de mentionner le troisième match. Parce que mine de rien, le troisième match, on se dit, sert à rien ce match. C'est un match genre, on a tous été nuls, et pourtant lui il sort de ce match-là, donc c'est-à-dire qu'en fait il te montre qu'en toutes circonstances le mec est sérieux, et ça c'est quand même un truc qui peut compter. Et tout à l'heure, Kanto, quand je disais que Deschamps peut parfois flancher un petit peu et être flexible,
C'était plutôt de dire que ce mec-là, parfois, quand il faut trancher, il est capable de trancher. Il sait faire. Voilà, il est capable de couper, de mettre un coup de sable, dire aujourd'hui, je le vois. Il peut changer d'avis. Voilà, c'est sous mes yeux. Konaté, il est incroyable, je le mets. Pour le bien de l'équipe, il peut changer d'avis. Voilà. Deschamps, historiquement, dans ses listes, il a toujours fait des choix où il a continué à prendre des mecs. Oui. Nzonzi, je pense à des Moussa Sissoko qu'on a vu titulaire encore et encore. Et au bout d'un moment, on se disait, bon, Didier, il va falloir changer, tu vois, tôt ou tard. et finalement, ça a été le cas pour pas mal de joueurs. Et c'est pour ça que Deschamps a ce côté parfois un petit peu imperméable où tu te dis, bon, le problème, c'est que ce mec-là, il fait des mauvais choix, mais il gagne tout le temps. Donc, est-ce que finalement, c'est des mauvais choix ou... Mais nous, on a envie de voir autre chose. Et la réalité, c'est que Didier, et on va le rappeler encore une fois, mais la seule fois où il a écouté un petit peu les gens qui étaient à l'encontre de ses choix, c'était sur le pré-match de Coupe du Monde en 2018 où la France, on enlève Olivier Giroud et la France fait un match cata. Donc au final, Deschamps, dès qu'il a fait des choix qui pouvaient nous sembler bizarres, il a quand même toujours gagné avec ces choix-là. Donc aujourd'hui, on va voir. Il a montré qu'il était capable de changer avec cet Euro 2021 qui a été très particulier. Et là, avec la sortie de Pavard de ce 11. Donc, écoute, je m'attends à voir un Deschamps qui est capable de changer Upamecano pour Konaté. Haro, finalement, on a l'impression aussi que c'est un problème de riche, très clairement, parce que là, tu as 3 des meilleurs défenseurs en Europe, en tout cas, si ce n'est au monde. En tout cas, tu en as 3 très très bons. Pareil, toi, tu ferais quoi si tu étais à la place de Deschamps là aujourd'hui ? Une chose est sûre, parce que j'ai vu quelques personnes dans le chat, et notamment même dans le sondage, on proposait éventuellement un Upamecano Konaté. Ça, c'est une certitude. Moi, j'aurais mis Varane, quoi qu'il arrive. Expérience. C'est un peu toujours cette histoire Tintin-Milou dans la défense. Et on n'a pas vraiment encore de vrai Tintin. On n'a pas de Sergio Ramos comme il l'avait au Real, les deux, quand ils jouent ensemble. Mais Varane, n'empêche, c'est quand même celui qui a peut le mieux porter cette casquette, parce qu'en termes d'expérience, en termes de joueur solide, qui connaît, en termes de leadership aussi, et c'est un garçon qui a déjà porté ce brassard, donc c'est important, je pense, que Varane soit titulaire. Après, à côté, effectivement, c'est toujours un petit peu, c'est pas une question de culture de l'instant, mais comme l'a dit Zal et comme l'a très bien dit Kanto, c'est un joueur qui sort d'un excellent match, qui a montré qu'il était capable d'être bon, même quand l'équipe de France l'était un petit peu moins, et lui, pour le coup, est dans cette jeunesse qui semble aussi très mature, je trouve, dans cette Coupe du Monde. Je parlais de Rabiot tout à l'heure et de maturité. Je trouve que Konaté aussi en a pris. On s'attend parfois, parce que c'est un peu le gabarit du joueur et son style, on a l'impression qu'il va tout envoyer, que parfois il maîtrise pas, qu'il va envoyer la jambe et qu'il va faire une faute un peu bête. Parce que c'est ça, c'est le côté un peu camion. Mais la force de ce joueur-là, c'est que finalement, ça reste quelqu'un d'intelligent. Notamment ce soir, il y a beaucoup de tacles glissés, maîtrisés, juste pour contrer les centres à terre, ce genre de choses. Pour moi, c'est preuve de maturité, d'intelligence chez ce défenseur. Et je pense que c'est Varane et notre ami Konaté qui vont être placés. Mais effectivement, tu le disais, c'est un problème de riche, et tant mieux pour l'équipe de France, et c'est aussi grâce à ça qu'elle peut se permettre de faire des changements en toutes circonstances. Mais là, pour une finale, je pense que au vu de ce qu'on a un petit peu pu observer dans cette Coupe du Monde, c'est clairement Varane et Konaté qui doivent Varane, Konaté, donc donc Upamecano sur le banc. Malheureusement, oui. Après ce soir, c'est quasiment impossible de ramener Upamecano dans le 11. Dans le chat, on va encore me dire que je ramène tout au Portugal, mais je vais quand même le faire parce que Gonçalo Ramos met un triplé de passe D contre la Suisse, et comment tu veux dire à Ronaldo qui va jouer le prochain match, donc pour moi c'est exactement comme ça que ça marche, et c'est pas parce que c'est valable ailleurs que ça ne l'est pas en équipe de France. Pour prolonger un petit peu ce truc là, pour moi c'était une erreur de pas le faire jouer Ronaldo. Honnêtement. Chacun son point de vue. Zal, t'es un ancien, toi. Je suis pas d'accord. Non, c'est moi, ils ont trop de respect. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, c'est pas... Mais tu sais quoi, tout à l'heure, on va parler du Portugal avec Arojo, justement. On va faire le point un petit peu. Tu nous rediras ton avis là-dessus. Aro, tout à l'heure, j'ai dit tiens, tu veux de l'eau. Il m'a dit moi, l'eau au Portugal, c'est pas la même. T'as gagné avec lui, même s'il y en a qui vont dire oui, mais la finale, il l'a pas joué en 2016, mais c'est lui qui porte l'équipe quand même en 2016. T'as gagné avec lui, tu meurs avec lui, point barre. De toute façon, les pros Ronaldo te diront oui, tu as raison, ça c'est sûr. On en reparlera tout à l'heure. Alors, pour clôturer donc cette page équipe de France, France-Maroc, on en a parlé une bonne heure et demie quasiment. Il faut qu'on parle de Fofana, donc juste pour terminer. Au passage, c'est Antoine Griezmann qui a été élu homme du match de ce France-Maroc. Voilà, normal, après, avec le match qu'il fait quand même. Les trucs d'homme du match, c'était pas...
Mais là, oui, on est tous d'accord. Oui. Ce soir, mais très souvent, ça a été une carotte. Sur les demi-finales, il n'y a pas de souci. Non, sauf celle de Messi. Bon, celle de Messi, elles étaient toujours très justes. Messi qui a été obligé d'en donner à McAllister, c'est dire la douille. Pour qu'un joueur de lui-même aille donner le trophée à quelqu'un d'autre, c'est vraiment qu'il se rend compte. C'est une douille intersidérale. Il avait pas déjà dans les valises, c'est pour ça. C'est juste que Messi, il les mérite tous. C'est juste qu'il fait croquer les autres. Il a plus de place chez lui. Arrête un peu. Tu veux que ses coupes et ses trophées, il les met tout. Tu vois pas tout. Non, il a raison. C'était quand il lui avait donné, le prix du tournoi, et alors que c'était la Coupe du Monde. Ça avait été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça avait été le meilleur. 2018, c'est hasard, alors ça aurait dû être 2014, c'était 2014. 2014, mais ça avait été le meilleur joueur, donc il n'y avait pas de souci, c'était mérité. C'est vrai, ça avait été le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Je peux pas contester, je m'en rappelle plus, donc. Moi, je m'en rappelle, et refais un tour, retape-toi tous les matchs si tu veux, tu vas comprendre qu'il avait été fort avec une équipe de l'Argentine qui est pas terrible. Bon, alors, messieurs, restons calmes. Vous voyez, dès qu'on parle de Messi, vous voyez, vous me le rendez chafouin. C'est compliqué. Parlons de Fofana, parce que ça a été quand même celui qui a été appelé pour remplacer Rabiot au pied levé. Haro, tiens, on va commencer avec toi. Aujourd'hui, est-ce que il a fait le taf? Est-ce qu'il a réussi à bien prendre le relais vis-à-vis de Rabiot? Est-ce que tu as été déçu de son match? Comment tu l'as trouvé aujourd'hui? C'est compliqué d'être déçu de son match, très honnêtement. Je ne l'ai pas trouvé... alors déjà, remplacer Rabiot, c'est très très compliqué dans cette Coupe du Monde. Déjà, comment est-ce qu'on pourrait prendre la place que Rabiot a pris déjà dans cette équipe de France? C'est très compliqué. Par contre, effectivement, non, il a été intéressant. J'ai limite envie de dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai plus l'impression que Tchouaméni a été plus décevant que Fofana ce soir. Tchouaméni, il a déçu aujourd'hui. Aujourd'hui, des pertes de balles un peu bêtes. C'était bizarre. On sentait pas trop dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il met un but... on va dire libérateur contre l'Angleterre. Derrière, effectivement, il fait une grosse faute dans la surface. Je ne sais pas si c'est encore dans sa tête, si c'est ça. Est-ce que peut-être on lui a reproché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais tendance à plus dire que Fofana, par rapport au contraste qu'il y a avec Tchouaméni, est un joueur qui, pour le coup, n'a pas déçu. Parce que, comparé à Tchouaméni, il y a eu moins de pertes de balles bêtes. Il y a quand même eu une très bonne combinaison là au milieu de terrain quand ils ont réussi à créer le décalage avant que Mbappé fasse ce fameux contrôle orienté et que ça termine sur un but. Donc, Fofana, instigateur d'une équipe de France qui n'est pas flamboyante, mais lui qui a été bon, je trouve, qui a fait le travail qu'on attendait de lui. On s'attendait pas à voir Rabiot, c'était pas possible. On s'attendait pas à voir Léo Messi parce que c'est Fofana, mais on a eu un Fofana qui a fait le travail, et pour un joueur avec aussi peu d'expérience et qui joue pas forcément dans un club qui est dans la plus grande forme de sa vie, est un joueur qui a fait le travail. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Tchouaméni a été bon ce soir, mais a perdu 2 ou 3 ballons qui dont auraient pu causer beaucoup de conséquences sur l'équipe de France. Donc je vois les messages dans le chat à la réponse à ce qu'a dit Haro, et j'entends ce que dit Haro. Tchouaméni a été bon quasiment dans tout son match, mais c'est vrai que les 2-3 pertes de balles auraient pu avoir des conséquences assez graves pour la France, et c'est plutôt en ce sens-là que Haro a voulu dire que Tchouaméni est censé être le mec le plus sûr par rapport à Fofana, et que finalement c'est lui qui a été mis en difficulté par moment. C'est pas dans le sens où Tchouaméni fait un mauvais match, parce que Tchouaméni est très très bon et très très précieux ce soir, mais c'est notamment cette perte de balles qui amène une énorme occasion marocaine qui aurait pu avoir des conséquences pour l'équipe de France. Et c'est pas ce qu'on attend d'un mec comme Tchouaméni, quoi. Exactement. Bruce, c'est ça qui moi je trouve qu'il y en a qui se cachaient et la France n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon. Du coup, ça facilitait pas la tâche de Tchouaméni, qui était un des rares, des fois, essayer de casser les lignes, à monter balle au pied aussi, de temps en temps, parce qu'il avait aucune solution et tout. Les autres n'ont pas facilité son boulot, moi je trouve. Perso, il a fait ce qu'il a pu et ça n'a pas toujours été évident. Pour moi, il fait son taf. En fait, en première intention, tu sentais qu'il voulait faire quelque chose, mais après, ça devenait brouillon ou quoi. C'était comme il dit Bruce, il s'est retrouvé. Il a fait ce qu'il pouvait, et c'est vrai qu'il était un peu esselé au milieu de terrain, en sachant que, tu vois, Griezmann, il pouvait pas être partout non plus, tu vois. Donc, non, c'était pas un match facile pour lui. Et pour prendre la parole, du coup, Fofana, c'est pas évident. C'est comme il disait, c'est remplacer Rabiot comme ça au pied levé, c'est ce qu'il y a de plus dur, surtout sur une demi-finale de Coupe du Monde. Qui peut faire ça? Pas grand monde. Il s'est pas écroulé. Il a fait le maximum. Et on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match non plus, quoi. Mais on peut pas dire qu'il a fait un grand match aussi, quoi, c'est ça, exactement. Oui. Non, j'allais dire non, c'est ça exactement, c'est mitigé et c'est juste contrasté. C'est ça qui le met un peu plus en valeur par rapport à certaines pertes de balles de Tchouaméni. Voilà. Et effectivement, voilà, j'ai exactement ce que j'allais dire, c'est la pression d'une demi-finale de Coupe du Monde pour un jeune joueur, et j'ai peut-être pas assez appuyé ce point-là, mais c'est vrai que ça joue. Il y en a, ils mettent 9.
Oui. Oh, après c'est le chat. Non, la note de Tchouaméni dans le match. Mais je pense que ça servait à rien de monter jusqu'à 9. Je sais pas si c'est Poineau qui a fait le sondage. C'est Poineau, tu connais, hein, tu connais. C'est impossible. je vais en fait, nous on se rend pas compte parce que là, nous on est derrière nos écrans, on regarde la Coupe du Monde à la maison. Enfin, tu vois, on parle beaucoup, mais on n'est pas sur le terrain. Non, mais bien sûr. Et encore moins dans les vestiaires. Pour une anecdote qui est réelle, hein, c'était Coupe du Monde France 98. Bernard Diomède dans le vestiaire avec Aimé Jacquet, il lui dit mec, tu vas rentrer. C'est quoi, Bernard Diomède, il l'a raconté dans une interview, et d'ailleurs ça lui a coûté très cher de raconter ça. Il lui a dit mec, tu vas rentrer sur le terrain. Il entendait le bruit à l'intérieur du stade. Il dit mec, je pouvais même plus me lever de mon banc. Il s'est liquéfié. J'avais les jambes coupées. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut aussi se rendre compte. Faut se rendre compte un peu à quel point là on parle d'une demi-finale de Coupe du Monde, tu vois. Et donc, mais c'est pour ça qu'on analyse les gens qui critiquent, ouais, il a mal joué, il a fait ci, il a fait ça. Bah, il y a des gens qui arrivent même pas à se lever de leur chaise pour aller jouer. Donc, voilà. Mais c'est pour ça. De toute façon. Oui, Bruce. Ouais, excuse-moi, Braque, juste pour dire, pour moi, il y a 2 joueurs au milieu de terrain. Griezmann, bon, il joue beaucoup plus bas et tout, on peut le considérer comme ça, mais je parle pas de lui. Il y a 2 joueurs pour moi qui ont le niveau aujourd'hui, Coupe du Monde et des plus gros matchs, c'est Rabiot. Et c'est Tchouaméni parce qu'il en avance. Les gens, ils parlent de Camavinga. Pour moi, Camavinga, je suis honnête, je trouve il est pas prêt encore. Il est trop frêle. C'est trop tôt et tout pour assurer des matchs comme ça et tout. Et Fofana, c'est pareil pour moi. C'est pour ça que Griezmann fait un bien fou parce que pour moi, tu as Tchouaméni et Rabiot. C'est pour ça que je disais, faut pas que Rabiot se pète. Et on l'a vu ce soir, il nous a manqué quand même cruellement. Pour moi, c'est ceux qui ont le top niveau et qui peuvent déjà répondre présent dans des gros matchs, etc. Non, mais oui, tout à fait. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. C'était pour rebondir sur ce que tu disais, Zal. Mais oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on analyse en fait le match de Fofana parce que la pression, cette dimension-là, on la prend en compte et on regarde qui est prêt à répondre. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes en fait. Zal, imagine le tout. Attends, Quentin, 2 secondes. Imagine, t'arrives en finale de la Coupe du Monde, t'as un mec important qui se blesse, qui le remplace? C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on analyse le match de Fofana. Franck Leboeuf, France 98, le mec. C'est pour savoir si sur ton banc, t'as des mecs qui ont les ressources mentales, physiques, techniques, pour rentrer à la place de ces mecs. Eh oui. C'est pas à la portée de tout le monde. Même si t'as pas les meilleures valeurs intrinsèques de qualité de footballeur, c'est clair que. Ça joue aussi dans la tête. Le reste, c'est dans la tête. De toute façon, le sport de haut niveau, c'est dans la tête. Il n'y a pas à chercher plus loin. Quentin, tu voulais rajouter? Le match de Fofana, tu es obligé de le prendre dans sa globalité et de prendre un petit peu tout ce qui fait son match. Le premier élément, c'est que Fofana, il est là pour remplacer Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, qui aujourd'hui est le meilleur milieu de terrain de cette équipe de France et probablement l'un des 10-15 meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde tout court. Puisque Rabiot a une importance et une qualité de jeu, un volume de jeu pour l'équipe de France, autant dans le secteur défensif qu'offensif, autant à la récupération qu'à la relance. Je ne vais pas toutes les faire, mais Rabiot est essentiel pour cette équipe de France aujourd'hui. Il doit remplacer ce mec-là. Déjà, ce n'est pas évident. Le dernier match de Fofana en équipe de France, c'est contre la Tunisie. Contre la Tunisie, un match en tant que joueur titulaire. Ouais. Contre la Tunisie, dans une équipe qui était complètement désorganisée, où toute l'équipe de France a pris l'eau, parce qu'on avait des mecs qui n'étaient pas à leur poste, parce qu'on avait des mecs qui étaient perdus, parce qu'on avait une équipe sans cohésion. Et là, il se retrouve titularisé sur une demi-finale de Coupe du Monde en ayant joué un dernier match de merde face à la Tunisie qui n'était pas agréable à jouer. Et troisième élément, qui est ultra important, si j'arrive à ne pas rigoler, c'est la place que prend Tchouaméni sur un terrain. Tchouaméni, il faut savoir que sur un terrain aujourd'hui, on parle souvent de Upamecano que c'est un camion, mais Tchouaméni c'est un sacré camtar aussi au milieu de terrain. Ah oui, bah oui. Le mec c'est un bébé. C'est une armoire. Tout à l'heure, il a pris un tampon, il se tenait la jambe, il avait mal, mais moi j'avais mal pour celui qui avait mis un tampon. C'est le mec aujourd'hui à la récupération, dans les duels athlétiques à l'épaule, dans les duels aériens, le nombre de ballons récupérés et la place qu'il prend dans son positionnement sur le terrain et dans la relance, Tchouaméni est quelqu'un qui prend énormément de place sur un terrain. Et c'est pour ça que je vois que certains peuvent penser que Fofana s'est caché, qu'il a été absent, qu'il a été transparent. Non, c'est simplement que Tchouaméni prend tellement de place et Tchouaméni a tellement de volume de jeu que c'est compliqué d'exister à côté de lui, sauf si tu es un joueur qui est en pleine bourre, que tu es un joueur qui est en pleine confiance et que tu es un joueur qui surtout a la confiance de ses coéquipiers. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas de Fofana, qui est un joueur qui certes est en progression, mais qui n'a pas encore l'expérience du très très haut niveau, n'a pas le niveau international pour être titulaire dans une équipe championne du monde et qui... Il n'a pas 50 matchs avec ces joueurs-là. Exactement, aussi, et qui n'a pas 50 matchs avec ces joueurs-là, qui n'a pas de cohésion.
vision, qui ne connaît pas exactement les préférences des uns et des autres. Et pour exister dans ces conditions-là, c'est ultra difficile. Fofana, aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas trouvé brillant, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a fait son travail sans exceller, sans être trop mauvais non plus. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être dur avec Fofana. Moi, il a fait le match typique de ce à quoi je m'attendais de sa part. Ok, non, mais c'est bien résumé. Désolé, c'est Poineau qui me parlait dans l'oreille. Bruce, on conclut avec toi du coup, parce que t'as pas vraiment donné ton avis sur le match de Fofana. T'es plus ou moins d'accord avec tout ce qui s'est dit un peu sur le plateau, ou t'as un avis un petit peu transversal? Je suis d'accord exactement avec ce qu'a dit Kanto, parce que tu l'avais envoyé au casse-pipe comme d'autres joueurs lors du 3e match face à la Tunisie, donc ça te met pas en confiance de fou. Et voilà, là, c'est une pression de malade. C'est des joueurs qui connaissent pas ce niveau-là. Donc, t'es propulsé titulaire dans une demi de Coupe du Monde. Faut pas non plus en attendre mondes et merveilles, tu vois. Voilà, c'est un bon joueur. On sait qu'il a des qualités, mais c'est trop tôt, peut-être un peu trop tôt pour lui à ce niveau-là. Après, c'est bien de savoir que tu peux l'avoir sur le banc, que tu pourras compter par moment sur lui et va progresser petit à petit. Parce que là, à la sortie de cette Coupe du Monde, t'auras pris aussi beaucoup d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une très bonne expérience pour lui. Ça va le faire grandir. Et il aura découvert et connu le plus haut niveau, donc ça peut être que des bonnes choses pour la suite. Mais c'est un joueur qui a de la qualité, je m'en fais pas pour lui. C'est juste que, par exemple, un Chouameni, lui, on le sent, il est ultra précoce. Enfin, Chouameni, lui, dès le début, il est un peu en avance. Oui. Je m'en faisais pas pour lui. Il y a des jeunes qui sont déjà prêts pour le plus haut niveau, machin. Ils ont cette assurance, ce truc, même si tout n'est pas parfait, c'est Chouameni. Mais je trouve que la place qu'il prend avec son peu d'expérience, mine de rien, parce que c'est encore un très jeune joueur, je trouve qu'il a ce truc, tu vois. Et Chouameni, on est loin d'avoir vu son meilleur niveau. Il va encore progresser, ça va devenir quelque chose, encore pire. Donc voilà, maintenant, il faudra voir avec le temps, il faut laisser le temps au temps, mais au moins, on sait qu'on pourra compter sur lui dans les prochaines compétitions. Non, et puis c'est un mec qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules aussi. Avec Chouamina et Konaté, on va avoir 2 beaux bébés en équipe de France, qui sont encore jeunes et qui vont prendre un volume de jeu encore plus important et de l'expérience. Les deux, ça va être assez dingue. Ah non, ça va être quelque chose. L'avenir est radieux du côté de l'équipe de France. On est quand même, encore une fois, il faut le rappeler, en finale de Coupe du Monde, avec l'opportunité d'accrocher une 3e étoile. Et ça, c'est pas beau, ça, Zal, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y aura une équipe à 3 C'est incroyable. Qui aurait cru que... Il y aura une équipe à 3 étoiles, quoi qu'il arrive. Il y a 2 mois, qui aurait cru que la France allait aller en finale de Coupe du Monde. Qui l'eût cru. On va faire le triplé. Franchement. Bon, faut pas trop s'enflammer non plus. Restons mesurés. Il reste une finale. Tout à l'heure, on regardait sur Internet et tout. Il y a quand même 2 équipes qui ont fait 3 finales consécutives. Donc il y a l'Allemagne et le Brésil. Ouais. Et ça, tu vois, c'est quand même. Et ils en feront peut-être 4, les Français. Qui sait? C'est peut-être pas un record. Ce sera un record. Déjà, on en a fait 2. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est sûr. Et le seul à l'avoir gagné, je vais faire mon juste Fontaine. C'est Pelé qui a gagné 2 d'affilée. Non, 2 d'affilée. Non, mais qui a gagné 3 Coupes du Monde et qui a donc 3 Coupes du Monde. Non, mais vous inquiétez pas, on reste très calme et puis il reste cette finale à jouer. Alors, messieurs, on va s'intéresser un petit peu à Haro qui donc nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui et on va parler un peu de ton parcours parce que toi, t'es un petit peu un des nouveaux visages de l'e-sport, on peut le dire. T'es commentateur sur FIFA avec le Loustic à côté, là, Kanto. Vous commentez les Ligue 1, vous avez commenté plein de tournois, enfin plein d'événements. Et on te voit aussi sur d'autres jeux, t'es pas seulement sur FIFA. Ouais, c'est ça, effectivement. Maintenant aussi pas mal sur Rocket League. Donc voilà, l'e-sport, le ballon dans toutes ses formes, on va dire, dans l'e-sport. Et là, en ce moment, manager d'une équipe, pour ceux qui connaissent un peu l'e-sport Rocket League, qui était très en forme l'année dernière, qui est BDS, donc, qui a fini championne du monde. Et donc voilà, beaucoup dans ces 2 domaines-là. Effectivement, impliqué dans la Ligue 1 avec Kanto, qui est juste à côté, ce crack qui se barre de la salle, tellement on se fout de moi sur ce chat. mais non, et aussi, un petit peu avec la FFF maintenant, donc c'est cool. Et puis là récemment un petit peu essayer de déporter pas mal sur le sport un peu plus classique parce que c'est un peu aussi l'objectif d'essayer de passer de la manette au ballon réel, même si les deux sont incroyables, mais voilà, donc ça fait un petit paquet de choses et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Ah bah merci beaucoup, le plaisir il est pour nous. C'est vrai que t'es très autour du foot, en tout cas, jamais loin d'un ballon, comme on aime le dire. C'est quoi un petit peu ton parcours? Comment ça c'est pour ceux qui justement te découvrent? T'as commencé sur quoi? Au début, tu commentais, t'étais joueur pro, c'était quoi? Alors, c'est un peu particulier. Donc, par rapport à l'histoire de commenter, etc., ça c'était plus. J'ai commencé à 17 ans très tôt dans un organisme qui s'appelait la SFCO, pour ceux qui connaissent Call of Duty à l'époque. C'est pas la SNCF. C'est pas la SNCF. Il n'y a pas de train. C'est vraiment à Poissy, non? Exactement, c'est ça, entre Poissy et Pierre-Léon.
Et en gros, donc voilà, j'ai commencé sur ça. À la base, commenter beaucoup de compétitions de Call of Duty. Donc donc c'est un peu le passage de Gotaga, etc. À l'époque, moi, je suis passé dans la génération juste après. Donc là, il y avait Maxi, encore BRK pour ceux qui connaissent la scène. Et puis après, moi, j'ai accroché alors qu'à la base, c'était une opportunité un petit peu. Voilà, on est un peu venu me chercher sur Twitch. On m'a dit, tiens, t'as l'air bon, tu pourrais peut-être essayer de te faire ça en LAN. Donc ça s'est très très bien passé. Et puis moi, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de faire, transmettre dans le sport, pas que dans l'e-sport, mais vraiment transmettre à travers le commentary, etc. Donc je me suis dit que ça serait une excellente idée. Et donc après, derrière, effectivement, moi, j'ai beaucoup joué à FIFA, énormément. Mais moi, j'étais dans une communauté que tout le monde n'apprécie pas. C'est la communauté Club Pro. Donc ceux qui font du 11v11. Donc moi, j'ai été l'illusionné qui pensait qu'un jour le Club Pro sur FIFA allait exploser, qu'on allait faire des LAN en 11 contre 11, etc. Malheureusement, c'était pas le cas. Il fallait faire le choix de Bruce Pranek, d'aller faire des centre-têtes, comme dirait Mino, pour aller gagner des championnats du monde. Évidemment, je rigole, hein, Bruce, carrière extrêmement respectable. Il fallait jouer au ballon à l'époque. Mino n'aurait jamais rien fait à l'époque du vrai foot du futur. C'est vrai, dealer Mino, russe. Tu lui enlèves. Mino, tu lui enlèves le foot freestyle et le QI-foot, il reste plus grand-chose. ce sera capsulé, ce sera diffusé, ce sera envoyé à Mino, t'inquiète pas. Pire encore. Bruce, pire encore. Pour Mino, il n'y avait pas de niveau avant, carrément. C'est sorti, il n'en était pas nombreux. J'ai 55 ans, dès qu'il me joue, il bégaye, il est en sueur. Alors je suis nul à chier maintenant, je fais 0 méta, faut se poser les bonnes questions. On va lui envoyer, ça c'est sûr et certain. On passera ça en e-Ligue 1 pour sponsoriser la nouvelle saison de Mino là, mais non, voilà, donc effectivement, et donc moi je vais beaucoup en club pro, et un jour quand je suis revenu j'ai fait 5 ans d'études, j'ai terminé cette année, et quand on est venu me voir après ma 3e année, on m'a dit que la Ligue 1 allait se relancer dans un projet un peu particulier où du coup effectivement il y a eu la génération de Braque et de Bruce, et donc, effectivement Kanto allait récupérer un petit peu ce sujet là, et qu'on m'a proposé effectivement, ou plutôt Kanto m'a donné ma chance, en réalité c'est ça qui s'est passé. Ils avaient gagné assez d'oseille les deux. Hein, ils sont à l'abri depuis un moment, un peu à nous de bouffer maintenant. Ça va. Ils ont effectivement. Toi aussi d'ailleurs, Kanto, tu commences à être à l'abri. On va penser à d'autres têtes dans. Mais effectivement, un petit peu un coup de chance entre guillemets, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais la Ligue 1 cherchait des commentateurs pour accompagner Kanto, donc il a mis un sondage à l'époque, ou plutôt il a fait lancer un petit peu un concours sur Twitter, et il a proposé qu'on envoie un petit peu des démos, etc. Et donc moi je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, de montrer ce que je savais faire, en tout cas si ça convenait à Kanto. Et il y a eu pas mal de joueurs de la scène FIFA qui m'ont un petit peu push, parce que moi je faisais pas mal de cast sur Twitch, sur ma chaîne, où je commentais des tournois, etc. Et donc voilà, après ça s'est un petit peu fait comme ça. Et puis BDS, c'était un petit peu la volonté de mon côté de me diversifier, de pas faire que du FIFA, parce que je trouvais que la scène Rocket League e-sport était extrêmement développée, et du coup je suis allé travailler avec eux, et elle est absolument extraordinaire cette scène là, et je regrette pas du tout. Donc gros big up à BDS, et gros big up à Kanto. Mon daron dans le game. J'allais dire Kanto le daron. Ouais, c'est ça, le daron d'Aroja. Ils sont là, mes darons dans le game. On a tous un peu nos darons dans le game, et du coup Zal c'est le grand daron. C'est le grand daron de tout le monde ici. Zal, c'est le grand daron. Zal, c'est le vieux père, le sage. C'est le père à l'origine de tout, Zalou. C'est lui qui parlait, Claude McLean. C'est Gandalf, c'est Gandalf, Zalou. Non, mais c'est excellent. D'ailleurs, en parlant de Rocket League, j'en profite pour saluer mon ami Batou. Voilà, Batou, blague à part, moi je me suis mis tard dans l'e-sport, j'avais 26 ans, et quand je vois que j'ai 46 ans aujourd'hui, ça fait peur. Zal, t'as cru que c'était sur ton interview ou c'est Zal, c'est moi, ça te respecte même plus, dis-lui. D'ailleurs, ça me fait chier, mais je suis à 2 doigts de te demander 50 balles là, Zal, putain. Zal, la vérité, Zal, je te jure, tu fais 10 ans de moins, mais facile. C'est gentil. Zal, il fait plus jeune que nous deux, Bruce. Hein. Mais Zal, plus le temps passe, plus il rajeunit. C'est gentil, c'est gentil. Et vous? Oui, Bruce. Pour ça. Zal, c'est vrai, il vieillit bien, Zalou. Si Zal, il fait 10 ans de moins, ça veut dire Zal, il aura à peine 8 ans de plus que moi. J'ai une tête juvénile. Mais toi, Kanto, tu t'es retiré des points de vie depuis longtemps. Tu vas morfler d'un coup, toi. J'ai pas besoin de te dire pourquoi, mais avec ton hygiène de vie déplorable, les points de vie, ils ont sauté déjà. Moi, je suis l'OHP depuis mes 20 piges, donc bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'arrive plus à régène, là, Kanto, les gars. Je suis l'OHP, il a dit, il est dans le grave. Il a plus aucune limite, là. Sur tout le monde. Alors, Haro,
en tout cas, c'est intéressant voilà, d'apprendre un petit peu à te connaître et de savoir d'où tu viens. Tes réseaux sur lesquels on peut te retrouver, c'est surtout sur Twitter, hein, toi que tu es actif. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ALX Arojo, c'est ça? C'est ça, ALX-Arojo, c'est ça. ALX-Arojo, on peut le mettre, bien sûr. Le lien est dans le chat, hein, si jamais vous voulez aller donner un petit peu de force à Aro qui est venu nous voir aujourd'hui. Aro, on l'a dit, on va pouvoir en parler un petit peu pour conclure cette émission. On a l'impression que ça va bouger du côté du Portugal, mais surtout au niveau des sélectionneurs. Donc on rappelle que toi, tu es d'origine portugaise. À ton avis, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce qu'on voit que ça parle beaucoup de Mourinho. Santos est encore là, mais on a l'impression qu'ils veulent quand même le retirer. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de ce qui se passe en ce moment-là? Bien sûr, complètement. Donc alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que hier, il y a eu un rebondissement absolument fulgurant sur la scène portugaise du football. C'est que effectivement, José Mourinho, c'est la Gazzetta dello Sport, donc le média italien, qui a annoncé que Mourinho avait été autorisé par la Roma à éventuellement coacher le Portugal et coacher l'AS Roma, donc à faire ce fameux rôle d'entraîneur en sélection et en club. Comme sur Football Manager. Voilà, sur Football Manager, que quand tu es très RP, tu le fais pas, parce que tu te dis que c'est pas possible. Mais pour Mourinho, en tout cas, voilà, c'est exactement ce qui a été proposé. Cependant, il y a quand même d'autres noms sur la liste du côté portugais. Il y en a énormément. Celui qui revient beaucoup en ce moment, il y en a deux en réalité, c'est Abel Ferreira, qui est donc l'entraîneur de Palmeiras, qui propose un style de jeu assez particulier, 2 Copa Libertadores à son actif, donc un entraîneur qu'il faut respecté parce que, attention, effectivement, en Europe, il est un peu moins connu, mais au Portugal, extrêmement respecté. Et puis, il faut savoir qu'historiquement, au Portugal, les entraîneurs sont soit portugais, soit brésiliens. Donc, les Zidane dans le chat, malheureusement, ça va pas être possible. Donc, voilà. Ensuite, il y a un autre entraîneur qui est énormément un petit peu cité, c'est Sergio Conceição. Effectivement, l'entraîneur de Porto, qui, vous le savez sûrement. En plus, il y a beaucoup de monde, notamment dans la région du nord du Portugal, qui dit que Conceição commence un petit peu à être lassé d'être à Porto, pas par manque de respect, mais parce que ça fait un moment qu'il est là, qu'il a monté un sacré projet, que Porto est plus que respectable en Ligue des Champions depuis bientôt 3 ans. Il a été beaucoup plus que Benfica d'ailleurs pendant un petit moment. Donc voilà, il y a Conceição. Et puis derrière, il y a d'autres noms, alors plus ou moins décriés pour ceux qui connaissent un petit peu le foot portugais. Il y a Jorge Jesus, qui a été cité. C'est l'entraîneur du Benfica? L'ancien entraîneur de Benfica, effectivement. S'il perd Santos pour prendre Jesus à la place, mais je trouve que c'est la plus grande masterclass de l'histoire du foot. Tellement ça serait déplorable. Mais quel âge il a, lui? Alors là, c'est une très bonne question. Mais il est entraîneur aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est vieux depuis longtemps. Je vais vous dire. Donc, maintenant, il est au Fenerbahçe, donc le temps que tu regardes peut-être son âge. Et il a été cité, mais effectivement, le problème qu'il y a avec Jorge Jesus au Portugal, c'est que humainement, il est extrêmement décrié. Parce que c'est pas faux. Il a 68 ans. Ouais, 68 ans. Ça commence à faire beaucoup pour le monsieur. Après, bon, voilà, c'est au Portugal, j'ai envie de dire que historiquement ça nous aurait pas dérangé, mais donc voilà, Jorge Jesus. Et puis derrière à côté il y a Rui Victoria, aussi l'ancien entraîneur de Benfica. Il y a aussi attendez, j'en oublie un. Oui, on parle aussi de Leonardo Jardim. Jardim, en gros tous les Portugais quoi. Voilà, c'est ça. Mais alors là je vous laisse. En fait, ça c'est une shortlist qui a été sortie par Record donc au Portugal et par Jornal de Notícias, qui sont les deux médias, deux des grands médias portugais de football. Et donc voilà, c'est pour ça que ce nom a été cité. Je vous en parle aussi parce que récemment, je sais pas si j'ai fait un podcast avec RMC sur le football portugais. On a fait ça, voilà, c'est ça. Et donc ces sujets-là ont été abordés. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller le regarder. C'est Nicolas Villas-Boas chez RMC Sport qui a fait ce podcast et il est assez intéressant. Donc voilà, un petit peu pour la grande liste. Maintenant, effectivement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il faut savoir quand même une chose, c'est qu'à la Fédération portugaise de football, il a été dit que Fernando Santos, il y a des gens au sein de la Fédé qui voudraient que Fernando Santos éventuellement reste. Lui a dit qu'il c'était quasiment c'était inimaginable pour lui de démissionner. D'accord. Et lui, il veut rester. Voilà, lui il veut rester, mais la fédération, en fait, à chaque fin d'événement, il fait une réunion avec la fédération à chaque fin d'événement international. Apparemment, à la Fédé, des gens voudraient qu'il reste. Lui a dit qu'il ne démissionnerait pas. Effectivement, on doute un petit peu de son avenir au Portugal. Il y a plus de chances qu'il parte qu'il ne reste, mais c'est une éventualité parce que le Portugal fait quart de finale et que pour la fédération portugaise de football, ce résultat n'est pas un mauvais résultat parce qu'historiquement, le Portugal, ça fait très longtemps qu'on n'est pas sorti des huitièmes, et d'ailleurs même en 2014 on n'était même pas sorti des poules. Donc Fernando Santos fait encore preuve d'une petite immunité depuis 2016, mais effectivement tout le monde est d'accord pour dire, la majorité de la communauté portugaise de football est d'accord pour dire que il est temps pour Fernando Santos de partir et de laisser la place à quelqu'un de nouveau qui va créer cette nouvelle génération sans Cristiano Ronaldo. Il faut partir, monsieur. Ils ont probablement une des plus belles générations de leur histoire, le Portugal. Et ils ont peut-être l'effectif aujourd'hui sur le plan international le plus qualitatif de tous les effectifs confondus, parce qu'ils ont une attaque, ils ont un milieu de terrain, ils ont de bons gardiens, ils ont une bonne défense. Et ces mecs-là continuent de prendre Santos. Ces mecs-là, du côté de la Fédé portugaise, on a tendance tous à se plaindre, à parler des fois de corruption dans le football, mais sincèrement là,
la Fédé portugaise, je me demande vivement ce qui se passe là-bas, parce qu'avoir la volonté de laisser Santos, après le jeu et le gâchis qu'il est en train de faire avec cette génération, bien qu'il ait eu un Euro remporté, merci monsieur pour les travaux, au revoir. Et voilà, après quand je vois certains noms aussi, genre des Jardim, c'est intéressant, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes de jeu. Comment il va arriver à mettre en place des principes de jeu avec une sélection nationale? J'en suis pas sûr. Et Mourinho aujourd'hui, pour lui et le Portugal, c'est la meilleure solution. Parce que pour lui, qui est un petit peu en perte de vitesse en termes de club, ça serait le moment d'aller boucler la boucle avec son pays. Et lui, c'est un vrai meneur d'hommes pour le coup. Et pour le Portugal qui sort d'années un petit peu difficiles, c'est le moment aussi d'aller gagner des titres sous Mourinho. Et je pense que l'histoire serait ultra belle. En tout cas, c'est ce qui semble s'écrire et c'est dessiné, la meilleure solution. Bruce, pareil, toi, tu penses que Mourinho est vraiment l'homme de la situation pour cette sélection portugaise? Faudrait peut-être essayer. Par contre, je suis pas très fan du truc où t'entraînes un club et la sélection en même temps, parce que pour moi, tu peux pas être focus sur les deux en même temps, quoi. Donc, j'avoue que je suis pas fan de ça. Pour moi, faut faire un choix, tout simplement. Après, oui, l'idée de Mourinho, pourquoi pas. Après, tant que Léo est titulaire, moi, ça me va. Ça voudra dire que le sélectionneur en place fait déjà des bonnes choses et a compris 2-3 trucs. Il a déjà regardé 3 matchs de foot dans l'année, quoi. Après peut-être aussi que la Roma, enfin, je sais pas, j'essaie d'imaginer, mais peut-être qu'il l'autorise à prendre la sélection pour qu'il reste aussi dans le club, pour éviter peut-être d'avoir à licencier, je sais pas, peut-être qu'ils font ça pour se protéger, je sais pas. Zal, pareil, hein, je te pose la question. Je pense que ce serait une bonne idée, mais je suis assez d'accord. Cumuler les deux, ça me paraît compliqué. Ouais, c'est un peu beaucoup. Surtout que la Roma, l'idée, c'est de les mettre dans le top 4. Les ramener, les faire revenir. Les ramener dans le top 4, c'est pas... je veux dire, ça doit être quand même énergivore comme travail. Donc, tu rajoutes en plus la sélection portugaise, c'est compliqué, hein, honnêtement. Mais ça, c'est un truc qui peut durer qu'un temps, parce que si jamais ça se passe mal avec l'un des deux, que ce soit le Portugal ou la Roma, à chaque fois, ça dira il laisse plus de force, il est plus focus sur le Portugal, et du coup, les supporters de la Roma, ils vont gueuler, ils vont dire c'est pas normal, tu vois. Il suffit que ça se passe mal dans l'un des deux pour que ça gueule de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un travail à plein temps. C'est ça qui est compliqué. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est un travail à plein temps. Ouais, complètement. C'est compliqué. D'ailleurs, je sais même pas si de mémoire comme ça, même dans si, il y a déjà eu. Non, mais je veux dire récemment, est-ce qu'on a eu des sélectionneurs, entraîneurs là qui marchaient peut-être dans les 20 dernières années, dans les 30, mais je sais que ça a déjà existé, Mais bon. Là, comme ça, de tête, ça me dit rien. Ces derniers temps, c'est très rare, j'ai l'impression. Ouais. Ça m'a l'air extrêmement rare. Peut-être que ça se fait ailleurs dans le monde. Dans le chat, peut-être, ils vont nous dire, non? Oui, peut-être que qu'on va nous le sortir. Mais en effet, oui, on n'est pas sur FM. Ah oui, l'entraîneur de Russie en 2018, apparemment. C'est pas faux. Il a raison. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai, donc c'est pas si longtemps que ça, 4 ans. Ouais, c'est pas si loin. On enquêtera, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup à Rojo pour des fois, tu sais pourquoi je bug sur ton pseudo, parce qu'en fait, des fois, j'ai envie de dire Arojo et des fois, j'ai envie de dire Arojo, tu vois. Et j'arrive pas à trancher entre les deux. Tu préfères quoi? J'ai pas de préférence, ça dépend de quel pays dans lequel tu situes, mais tu peux dire Arojo. Oui. Bon, je vais dire Arojo alors. Comme Kanto, voilà. J'ai toujours envie de sortir l'accent. Je me permets 2 secondes, je fais jamais ça, mais je fais le bisou à Yaki qui vient de m'envoyer un message. Il était là? Ouais, il m'a dit. Yakitori? Ouais, Yaki. Mais non. Oh, le Yaki. Yaki sur le chat, incroyable. Faut qu'il passe un jour dans l'émission là. Ça se trouve, c'est pas le vrai Yaki, tu sais. Il n'y a que lui, ça peut être que lui. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. La France est en finale de la Coupe du Monde. On se regarde juste les codes, justement, de la petite finale et de cette grande finale. Donc, France-Argentine et de l'autre côté, Croatie-Maroc. Kanto, j'ai besoin de toi parce que moi, je vois pas. Hein. Je suis désolé. Alors, il y a Argentine-France et Croatie-Maroc, effectivement. 2,75, 3,05, 2,75 pour l'Argentine-France. Et 2,35, 3,35 et 3 pour le Croatie-Maroc, des cotes qui sont plutôt équilibrées du coup. Ah donc en fait, ça veut dire que sur les cotes c'est du 50-50 entre la France et l'Argentine. Ouais. Exactement. Incroyable. Voilà, ça c'est des codes que vous pouvez retrouver sur le site winamax.fr très simplement. Et je vous rappelle notre petit bonus de bienvenue hors jeu 10 qui vous permet d'avoir 10 € de bonus supplémentaires sur le bonus que vous avez à l'inscription qui lui vous permet d'avoir votre premier dépôt en pari gratuit, dépôt doublé tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à 13h pour la prochaine émission. Dimanche pour faire la preview de cette finale, pour faire monter la sauce. Oui, Zal.
Non, pardon. Il est bon, lui. Je me voyais lundi, dimanche. Non, avec dimanche. La coupe, ou pas non, avec la coupe, si nous l'envoie, ouais. Mais sinon, dimanche, on fera la preview. Et lundi, le gros bilan, le gros débrief de toute cette Coupe du Monde avec nos tops, nos flops, nos équipes types, nos awards, la totale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Kanto. Merci Braque. Merci Haro. Merci Braque. Merci Zal. Merci Braco. Merci Prux. Merci les gars. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Merci à tous. Ciao. On est en finale.